Et je vais revenir, je voulais juste vous souhaiter à tous la bienvenue, une très bonne conférence. Préparez bien vos questions, très sérieusement, tout le monde peut y répondre. Et pas d'un point de vue théorique, chacun peut y répondre avec sa pratique. Il y a eu beaucoup de conférences et ça a été le point d'entente entre nos amis de l'ADEME et nous, que toutes les conférences qu'il y a eu sur le sujet de la finance islamique étaient très théoriques. Qu'est-ce qu'on peut faire demain, dans 3 semaines, dans 3 ans? Là, c'est qu'est-ce qui a été fait. Et toutes ces personnes-là ici vont vous répondre sur ce qui a été fait. Je vais laisser Monsieur Youssouf Djengor parler du MBA de finance islamique, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un étudiant d'un MBA pour parler du MBA. Je manquerai d'objectivité, tout simplement. Et je préfère lui laisser la parole pour présenter très rapidement le MBA de finance islamique. Bon, il n'y a pas de promo, vous l'avez bien vu sur vos tables, vous avez tout. Toutes les présentations, si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin. Je serai là également tout à l'heure. Je dois vous quitter une dizaine de minutes. Je laisse la parole à Monsieur Djengor quelques minutes pour qu'il présente. Noir, tu le regardes de travers s'il va au-delà de 3 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. Merci. C'est bon? Super. Donc bonjour à tous. Comme l'a dit Kader, je suis un ancien étudiant, donc on va être on va bientôt être diplômé ce vendredi de ce MBA. Première promotion du MBA Finance Islamique à Financia. Et donc mon parcours très rapidement, je suis un ancien auditeur financier, puis je me suis réorienté, si je puis dire, vers l'entrepreneuriat. Et puis j'ai décidé de faire ce MBA en finance islamique. Pourquoi? Parce que c'est, comme certains peuvent dire, une niche. Je pense qu'il y a un vrai avenir pour la finance islamique et il vaut mieux être prêt quand les opportunités se présenteront. Très rapidement, le MBA est vraiment ouvert à toutes les personnes, peu importe les antécédents académiques. Ça peut être, on a eu des sociologues, on a eu des avocats, on a eu des professionnels de la finance de marché, des professionnels de la finance d'entreprise. Donc c'est ouvert à tous les parcours. Et on voit, on a eu la chance d'avoir M. Hassoun qui nous a expliqué en long, en large et en travers tout ce qui était capitaux de marché, le sous-cook ultime, le green sous-cook qui lui est cher. On a eu l'occasion d'avoir des intervenants autour du droit, du FIC, on a eu l'occasion d'avoir des entrepreneurs, on a eu l'occasion d'avoir du marketing et de la communication. Donc on a pu voir en long, en large et en travers toutes les facettes de la finance islamique appliquées, théoriques. Et on a eu l'occasion de travailler sur des conférences, sur des projets perso comme commun avec le MBA. Et donc je vous invite, alors sans faire de promo, à vous renseigner auprès de moi, de Nassima, de Magomed, qui sommes des anciens étudiants. Il y a aussi certains étudiants à la seconde promotion qui sont là. Vous pouvez vous manifester, les amis. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller prendre des informations auprès d'eux et leur poser toutes les questions. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Raphaël Rolnik et je suis étudiant en Master Finance à l'Université Paris-Dauphine. Je suis aussi membre de l'association dauphinoise des étudiants musulmans. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Shaima Afraj, qui est également étudiante en Master 1 Finance. Et on va vous présenter justement cette fameuse table ronde sur la finance islamique. Donc on aura l'honneur d'animer cette grande table ronde. Je laisse du coup la parole à Shaima. Donc, on en m'entend ? Comme l'a dit M. Kader, M. Kader Merbon va aborder pas mal de questions qui sont inhérentes au domaine de la finance islamique dans son passé, dans son évolution, mais aussi dans ses perspectives d'avenir. Donc pour ce faire, on reçoit aujourd'hui nos intervenants. Donc Kader Merbon qui s'est déjà présenté et qui est le co-directeur du master de finance islamique à la Financia, avec M. Anwar Hassoun, qui est également en fait directeur d'une agence de notation, de l'agence de notation CGR Ratings. On a aussi parmi nous Djibril Endoy, qui est l'auteur du livre Finance islamique en Europe, état des lieux des produits et services, donc auteur de ce livre. Amin Naïd Daoud, qui est cofondateur de 570 CISI, la première société de conseil financier conforme à l'éthique musulmane. Et enfin, Hassan Nassiri, qui est responsable du réseau de distribution chez Perennis, une entreprise proposant des solutions d'épargne. On devait recevoir aussi Ezdin Lamala, qui est cofondateur du cabinet Safi. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc il a tenu à nous laisser une petite vidéo pour compenser.
Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Esdine Rolamala, je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir, même si ce n'est pas physiquement. Je n'ai pas pu venir pour des raisons organisationnelles, il a fallu que je reste à Marseille, mais j'ai quand même tenu à contribuer positivement, j'espère, à cette table ronde organisée par l'ADEME et Financia Business School pour faire justement cet état des lieux sur la finance islamique à la française. Et donc je pense que je vais revenir très rapidement sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la finance islamique en France depuis une dizaine d'années et quelles sont les opportunités pour vous qui êtes aujourd'hui intéressés par ce secteur, qui l'étudiez. Donc qui suis-je? Je vous l'ai dit, je m'appelle Esdine Rolamala, je suis à la fois entrepreneur, mais aussi chercheur. Alors entrepreneur parce que je suis cofondateur d'un cabinet de conseil et de courtage spécialisé en finance islamique et assurance Takaful, une société qui s'appelle Saafi et qui a été créée en 2014, reconnue comme étant le premier cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance Takaful en France. Mais nous avons également réalisé des missions de conseil à l'international, que ce soit en Malaisie ou en Algérie par exemple. On a traduit des standards de l'IFSB, donc pour ceux qui vont étudier la finance islamique, vous saurez que cette institution compte énormément aujourd'hui dans le développement du secteur. On a travaillé pour des banques et des sociétés d'assurance dans le but de développer justement l'assurance Takaful Famille en Algérie. On a aussi organisé des événements pour pouvoir pousser justement pour qu'il y ait une régulation spécifique qui se mette en place pour les institutions financières islamiques. Et puis je vous ai dit aussi que j'étais également chercheur. Alors quand je dis chercheur, ça veut dire que je suis un étudiant aussi depuis toutes ces années. Je suis doctorant actuellement au Centre d'études et de recherche en management de l'Université d'Aix-Marseille. Donc autrement dit, je fais un doctorat en sciences de gestion. Je poursuis en fait mes études, je poursuis mes recherches. Pourquoi? Eh bien parce que l'économie et la finance islamique, au-delà des développements industriels, de son industrie qui se développe, il y a également des développements théoriques, puisque c'est un champ qui est nouveau, c'est un champ qu'on investit, puisque quelque part développer un système économique et financier qui fonctionne sur essentiellement le partage des profits et l'absence de spéculation et de dette, eh bien ça nécessite une réflexion assez importante. Et d'ailleurs, on a mené ce type de réflexion, par exemple en France, dans la conception de produits d'assurance Takaful, puisque nous avons été sollicités il y a de ça maintenant 6 années par des associations et des pompes funèbres musulmanes pour offrir une solution qui permette de financer tout ce qui est rapatriement des corps vers les pays d'origine des différentes diasporas musulmanes de France. Et donc cela nécessite de l'ingénierie avant qu'elle soit financière, elle est juridique, puisqu'il faut arriver à être conforme à la fois au droit européen des assurances, mais aussi au droit musulman des affaires. Donc ça, c'est un petit peu, vous voyez, c'est juste pour vous donner une petite rétrospective sur mes activités depuis une dizaine d'années. J'ai également écrit 2 ouvrages, des articles scientifiques, des articles de vulgarisation, j'ai fait du consulting, j'ai fait plein de choses. Et je n'étais pas spécialement destiné à ça, c'est la finance islamique en fait qui m'a permis de faire tout cela. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'opportunités pour peu que l'on soit prêt à donner, à s'investir, à être... c'est une finance de conviction, donc il faut y croire en fait. Et quand on y croit, eh bien tout devient possible. Donc ce que je peux vous dire rétrospectivement, c'est que sur ces 10 dernières années, il s'est passé énormément de choses, mais je pense que dans les années à venir, eh bien, l'avenir va être radieux pour la finance islamique. Elle va continuer à se développer. Elle a besoin de nouvelles ressources, de capital humain, même j'ai envie de dire de richesses humaines. Et j'espère que vous en ferez partie, en tout cas pour toutes les personnes qui se sont inscrites dans le cadre de l'exécutif MBA, de Financia ou du certificat de la Grande Mosquée de Paris, de l'Institut Ibn Badis, ou des personnes de l'ADEME qui envisagent de faire ces formations-là. Eh bien, on a besoin de vous, on a besoin de sang neuf, on a besoin de motivation, on a besoin d'énergie, puisqu'on est en train de construire. Nous sommes à la fois des pionniers, mais maintenant des bâtisseurs.
et il va falloir faire prospérer tout cela. J'espère en tout cas que cette petite intervention de ma part vous aura inspiré, et voire même je vais être motivé. Voilà, j'ai envie vraiment de vous motiver, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer bientôt. Encore une fois, je vous renouvelle toutes mes excuses pour mon absence, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer de visu prochainement, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente table ronde, et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vidéo qui nous permet justement de rentrer dans le vif du sujet. Dans la continuation de cette introduction et de cette mise en contexte, je vais vous résumer un petit peu, très brièvement, quelques dates clés de l'histoire de la finance islamique moderne. Alors, en 1969, l'organisation de la conférence islamique est créée et lance justement l'idée de la banque islamique. En 1975 a lieu l'avènement de la Banque islamique de développement, BID, qui est une institution de financement de développement multilatéral basée à Jeddah en Arabie Saoudite. Et elle comprend aujourd'hui 56 pays membres, et elle a pour vocation de faciliter le développement de pays en utilisant justement des techniques de financement dites islamiques. En 1975, on assiste aussi à la naissance des premières véritables banques islamiques telles que la Dubai Islamic Bank ou la Kuwait Finance House, et également la Bahrain Islamic Bank. Dans les années 80, les systèmes bancaires du Soudan, du Pakistan et de l'Iran décident de se plier entièrement aux principes de la finance islamique, et également du droit commercial islamique. Nombreux sont justement les pays musulmans du Golfe et d'Asie qui suivront. On pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à l'Indonésie ou encore à la Malaisie. Depuis le début des années 2000, on assiste au développement de la finance islamique en Afrique du Nord, en Europe et également en Amérique du Nord, autant au niveau des banques islamiques qui prennent de l'ampleur, qui se créent, que des banques justement traditionnelles qui vont développer des volets de finance islamique et donc une offre islamique. Aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni qui est le leader du développement de la finance islamique en Occident. On peut notamment citer l'Islamic Bank of Britain, qui est la première banque islamique d'Europe, qui a été ouverte à Londres en septembre 2004. Comme on commence justement à le mettre en évidence, la finance islamique au niveau global, et particulièrement la finance islamique occidentale, représente un énorme chantier et énormément de questionnements. Dans cette optique de centrer le débat sur l'Occident et plus particulièrement sur la France, nous vous proposons une seconde intervention de la part d'un intervenant qui n'a pas pu venir aujourd'hui à travers une vidéo. Je vous promets cette fois-ci, ça sera la dernière vidéo. Et en la présence justement de M. Boubker Ajdir, qui est directeur du cabinet de conseil en finance islamique IFAS. Bonsoir à tous, que la paix soit sur vous. Je m'appelle Boubker Ajdir et je suis directeur et associé au sein du cabinet IFAS. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence et je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous ce soir en raison d'un déplacement professionnel sur le continent africain. Pour vous expliquer ce que je fais, je dois vous présenter très brièvement le cabinet IFAS, ou IFAS, au sein duquel je suis directeur et associé. La société IFAS est donc une société créée au Royaume-Uni en fait en 2007, qui est spécialisée conseil à destination des institutions financières, donc les banques, sociétés d'assurance, etc., mais également les autorités de contrôle et de supervision. Au sein de ce cabinet, on fait différentes études, donc différentes missions d'accompagnement, que ce soit lancement de produits ou d'institutions ou de mise en place de réglementation. Le cabinet est installé dans plusieurs pays, notamment donc le Royaume-Uni, la France, le Maroc, Bahreïn et le Pakistan. Donc au sein de ce groupe, je m'occupe en ce qui me concerne de toutes les activités dans les
pays francophones, donc depuis Paris et depuis le Maroc. Je dirige les missions et les projets dans les pays francophones. Alors, quelle serait mon analyse de la dernière décennie de la finance islamique en France? On peut dire déjà dans un premier temps que le marché de la finance islamique en France est aujourd'hui, on va dire, a atteint son âge de l'adolescence. Donc il s'est construit durant cette période-là à travers une offre aujourd'hui qui a le mérite d'exister, qui permet de couvrir un certain nombre de besoins, quand bien même, effectivement, on peut le reconnaître, cette offre reste limitée. Elle couvre le financement immobilier pour les particuliers, elle couvre de l'épargne, elle couvre du placement, aussi certaines couvertures, notamment en ce qui concerne l'obsèque, mais il reste encore beaucoup de chantiers sur lesquels l'offre de la finance islamique reste inexistante. Alors depuis 10-12 ans, voire un petit peu plus, cette offre qui est aujourd'hui, elle a le mérite d'exister parce qu'elle a été portée par des individus comme vous qui êtes là ce soir, qui avaient une conviction, celle de voir émerger des solutions, des alternatives à l'offre financière classique. Ce ne sont pas des grandes institutions venues des pays développés en matière de finance islamique qui sont venues développer cette offre en France. Cette offre a été portée par des individus, des hommes et des femmes qui se sont réunis autour d'une table et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Et c'est comme ça que progressivement, certains ont étudié, d'autres ont apporté leur expérience professionnelle et ça a permis à cette offre d'émerger. Et aujourd'hui, cette offre est en train de grandir, de poursuivre son chemin. Et il est donc temps maintenant que cette offre se développe, et elle ne pourra se développer que si d'autres individus, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont cette conviction forte que la finance classique, de toute façon, a atteint une certaine limite, et qu'il est nécessaire de développer une nouvelle offre financière. La religion musulmane propose une certaine boîte à outils qui permet de faire de la finance autrement, sachant qu'elle ne s'adresse pas exclusivement aux musulmans. Il est donc nécessaire d'étudier et d'approfondir un petit peu plus cette offre-là, cette boîte à outils-là, pour permettre le développement de nouvelles solutions, de nouveaux produits qui puissent couvrir à la fois les besoins des particuliers, mais également les besoins des entreprises et de ces nombreux entrepreneurs qui sont à la recherche aussi de solutions alternatives au financement classique, notamment le prêt à intérêt. Comme je viens de le souligner, il est nécessaire qu'une nouvelle offre soit développée. Cette nouvelle offre doit pouvoir se développer de différentes manières. D'abord, en ce qui concerne le marché des entreprises, il y a énormément de besoins à couvrir. Et en plus de cela, la finance conventionnelle elle-même trouve certaines limites. Et se rajoute à tout cela une dimension technologique qui est forte, qui vient un petit peu bousculer le système financier traditionnel. On a vu déjà depuis quelques années tout ce qui touche au crowdfunding, à ces plateformes qui permettent de faire du financement de différentes manières. On voit maintenant tout ce qui tourne autour de ce que nous avons appelé les fintech. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose de nouveau qui vient bousculer le secteur financier à travers la technologie blockchain et tout ce qui tourne autour de la finance dite décentralisée, qui est une finance qui doit pouvoir permettre de répondre à un certain nombre de besoins à la fois d'investissement, à la fois de financement, à travers des outils technologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont progressivement aussi en train de faire l'objet d'une réglementation, sachant que la France se démarque et se distingue de ses voisins européens en la matière, parce que les autorités investissent énormément sur cet univers-là, qui touche à la blockchain, à la finance dite décentralisée, à tout ce qui s'appelle aujourd'hui les crypto-actifs, etc. Donc ça, ce n'est qu'un segment parmi tant d'autres qui mériterait d'être étudié, approfondi, pour voir comment on pourrait capitaliser sur ces nouveaux outils pour développer de nouvelles solutions qui soient à la fois, comme je le disais, d'investissement, de financement, de couverture d'assurance, etc. Donc, vous qui êtes ce soir-là, il est vraiment nécessaire que vous preniez à bras-le-corps le sujet et que vous vous réunissiez autour de ces projets, que vous partagiez une vision commune de ce développement et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, sachant qu'il y a besoin de juristes, qu'il y a besoin de spécialistes en communication, qu'il y a besoin de spécialistes en marketing, qu'il y a besoin de fiscalistes, qu'il y a besoin de spécialistes en informatique, etc., etc. Donc,
Donc ensemble, vous pouvez vous aussi rejoindre le monde de la finance islamique pour apporter votre contribution durant les 10 prochaines années. Donc j'ai envie de dire, certains ont beaucoup bataillé durant les 10 dernières années, ils sont toujours là, ils sont toujours certains, je suis certain d'ailleurs que les collègues que vous allez écouter ce soir sont toujours disposés à accompagner des initiatives, à poursuivre cet effort et cette énergie qui est en eux pour permettre le développement de la finance islamique. Il faut que cette énergie soit soutenue par de nouvelles ressources. Et donc, vous qui êtes des étudiants qui nous écoutez ce soir, ou autres professionnels, entrepreneurs passionnés du sujet, n'hésitez pas à apporter votre contribution sur ce marché-là, qui est, sur le plan intellectuel, extrêmement passionnant et on ne s'ennuie pas. Donc, n'hésitez pas, foncez. À très bientôt et au plaisir de vous rencontrer lors d'un prochain événement. On remercie Boubacar Adir du coup pour cette belle introduction qui nous permet de débuter notre table ronde. Donc, la première question qu'on est amené à se poser, et c'est la raison qui vous réunit aujourd'hui tous les 5 ici, c'est de se dire pourquoi la finance islamique? Est-ce que c'est une question de valeur ou plutôt d'opportunité? Je pense notamment à Amine et Hassan. Vous êtes tous les deux, vous développez tous les deux des produits de finance islamique. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir sur ces marchés et dans ce domaine? Salam alaikum à toutes et à tous. Bonsoir. Alors déjà, je suis un peu jaloux parce que Asdin, il a eu droit à une petite musique de fond qui faisait tellement classe. J'ai l'impression que là, ce que je vais dire, ça a beaucoup moins d'impact. Donc, je suis obligé de dupliquer l'effort, mais on va essayer. Alors, moi, ce qui m'a amené à la finance islamique, c'est... avant de commencer, peut-être que puisque je suis le premier à parler, je vais peut-être commencer par remercier tout le monde déjà. Donc, on va remercier tous les participants, évidemment, remercier toute l'équipe organisatrice. Je ne vais pas citer de nom, sinon je vais en oublier. Mais en tout cas, vous êtes tous radieux, tous débordants d'énergie. Et, donc, un grand merci à vous et un grand bravo pour ce bel événement. En ce qui me concerne, donc, moi, le début de mon parcours, il a été très simple. C'est que j'ai eu une prise de conscience à un moment donné... dans un parcours en fait classique en université, en économie et en finance, où je me suis dit que suite à une conférence à laquelle j'avais assisté d'un imam et savant spécialiste en fait de la matière, qui est l'un d'ailleurs des pionniers et des plus anciens en France, en la personne de Cheikh Mohamed El-Bachir Oulsas, qui en fait avait fait un rappel précieux sur le sujet de l'intérêt, de riba. Et donc j'en étais sorti un petit peu bousculé. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur mon parcours, donc déjà universitaire, sur mes orientations. Puis je suis retourné le voir. Et là, je lui ai posé la question. Voilà, j'ai différentes orientations possibles. Globalement, la finance d'un côté, l'économie de l'autre. L'économie, bon, l'enseignement, la recherche ou autre. Enfin, c'était un peu comme ça qu'on synthétisait les choses de manière assez simpliste à l'époque. Et de l'autre côté, c'est la finance, banque, riba. Bon, là, je vais avoir un problème. Et là, Cheikh m'a donné une réponse qui, régulièrement, en fait, je la repasse je me la repasse pour me redonner de l'énergie. Il m'a dit, fais de la finance islamique. Voilà, dans le plus grand des calmes. Ça, c'était peut-être en 2005, je crois. Il m'a dit, fais de la finance islamique. Et je l'ai regardé, je dis, ok. Et donc, c'est comment? Je donne mon CV à qui? Je vais postuler où? Je dis, mais cher, il n'y a rien. Il n'y a rien en France. Et je dis, comment je vais faire de la finance islamique? Et il m'a dit, tu vois, Amine, cette réponse que tu me donnes là, cette réaction que tu as aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Parce que tous ceux qui sont passés avant toi et qui se sont posés cette question, ils ont fui le problème. Donc, s'il n'y a rien, faites-le, faites quelque chose. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis après, à partir de là, on tape à toutes les portes, on va harceler Anwar Assoun à ma droite ici, que je remercie encore même devant vous en public pour cette attention qu'il m'a accordée et qui m'est restée ici quand j'étais étudiant, avec cette énergie débordante, mais un peu dispersée et perturbée, oui. À l'époque, voilà, qu'on regardait comme
voilà, encore aujourd'hui, hein, comme les grands de la finance islamique, et qui m'a accordé, je m'en souviens encore, hein, peut-être lui, il s'en souvient même pas. Et j'étais étudiant, et lui, il était cadre exécutif chez une grande agence de notation que je ne citerai pas, et qu'on voyait dans toutes les conférences, etc. Et il m'invite à déjeuner. Je dis, mais moi, je suis étudiant. Il m'invite à déjeuner, on va s'asseoir pendant 2 heures, il va répondre à mes questions. Je dis, mais il doit avoir des milliers de sollicitations, et il m'accorde ce temps. Donc voilà, je tiens à le remercier chaleureusement pour ça, parce que je pense que c'est ce genre aussi de rencontres, de moments vraiment précieux qui forgent finalement cette conviction où on se dit que voilà, à un moment donné, on a eu un rappel qui est fondamentalement religieux, spirituel. Et puis après, on se demande qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut fuir ou est-ce qu'on veut essayer d'apporter une contribution? Et puis après, sur le chemin, petit à petit, si on fait les efforts, si on met la bonne intention, on a comme ça des signes tout le long du chemin. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, 570 Easy ou ConnexCap Finance, pour le nom de la société qui est ConnexCap Finance. Donc on était 2 au tout début, en 2010. Et puis aujourd'hui, c'est on va dire une quarantaine de personnes. On a eu l'honneur, le plaisir d'accompagner, je dirais, entre 5 et 6 000 clients un peu partout en France, à travers les diverses solutions que l'on propose. Donc, financement immobilier, les produits d'épargne, la gestion de patrimoine également depuis quelques années, toutes catégories confondues. Je crois que le plus petit de nos clients doit avoir 6 mois. Et puis le plus âgé, des retraités qui profitent de leur placement pour des compléments de revenus avec leur retraite, des associations, des sportifs, de toutes catégories confondues, musulmans, non musulmans. Donc voilà, on est assez content de ce parcours. Voilà pour ce qui est de présentation rapide et de qu'est-ce qui nous a amené à ça. Pour cette réponse. On va laisser la parole à Hassan, qui va nous faire part de son expérience également. Et suite à l'intervention de Amine, on se demande en fait, est-ce qu'au-delà de la prise de conscience éthique et des valeurs, est-ce qu'il y a des vraies opportunités? Est-ce que ça peut être motivé aussi par la question de la recherche d'opportunités, en fait, ce cheminement vers la finance islamique? Alors, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée, je suis un peu malade, mais on va faire l'effort. Déjà, je tiens à rejoindre un peu tout ce qui a été dit par les 2 vidéos et puis par Amine. En ce qui concerne les opportunités, clairement oui, il y a des opportunités. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, effectivement, ou il y a 15 ans, ce n'était pas du tout le cas. C'était le cas quand j'ai débuté, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Et donc, de la même façon, moi, j'ai harcelé Amine, qui m'a accordé du temps et qui m'a pris en tant que stagiaire puis alternant chez 570 Easy. Donc, aujourd'hui, avec Perinis, une filiale du groupe. Justement, l'idée, c'est d'aller prendre ces solutions conformes à l'éthique musulmane, en les regardant plus sur cet aspect juste conformité pour répondre à un besoin religieux, mais aussi sous un angle, il y a un intérêt économique pour tout le monde. Notamment quand on parle aujourd'hui du sans dette, nous on va beaucoup se positionner sur tout ce qui est éthique et responsable, donc un positionnement ESG sur des produits d'épargne, donc le plan d'épargne retraite individuelle et l'assurance vie, c'est les 2 premiers produits que Perinis propose. Et après on travaille sur d'autres solutions, notamment des comptes titres, un plan d'épargne entreprise, donc d'autres solutions pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse aujourd'hui. Et clairement sur ces solutions-là aujourd'hui, l'idée c'est de se dire, au-delà de l'aspect conformité éthique, pour les personnes qui recherchent des solutions conformes à leur éthique, il peut y avoir un aspect économique, rendement, positionnement, qui peut être intéressant. Et il peut y avoir des opportunités des 2 côtés. Donc du côté du client, qui clairement aujourd'hui, ça peut être un outil de diversification, se dire j'ai un petit pourcentage de mon placement qui peut être positionné sur ces thématiques-là, qui me permet, dans un contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui, on sait que la finance conforme à l'éthique musulmane est plus résiliente à des contextes de crise, parce que comme on va regarder les ratios, l'endettement, automatiquement les sociétés dans lesquelles on va investir vont être beaucoup plus résilientes, puisqu'elles ne seront pas endettées, alors elles auront un peu moins de difficultés à traverser ces périodes-là. Donc ça tombe bien pour nous, mais c'est un contexte aussi qui permet
d'approfondir ce type de thématique-là. Et après, de l'autre côté, des opportunités pour les distributeurs, parce que nous, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller voir des courtiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des experts comptables et tous ceux qui, à un moment donné, peuvent être face à un client, musulman ou pas, qui pourrait être intéressé par ces produits-là. Et donc, pour eux, c'est clairement aujourd'hui une opportunité parce que ça leur permet de se positionner sur un marché qui n'est pas couvert et sur lequel ils pourraient avoir clairement un élément de différenciation par rapport à leurs concurrents. Merci beaucoup Hassan pour ces réponses et merci aussi Amine. En rapport un petit peu avec ces questions-là, justement, par rapport au sens et à l'éthique en général de la finance islamique, on pourrait aussi vous poser des questions sur qu'est-ce que la finance islamique peut justement apporter aux sociétés occidentales et plus particulièrement en général à la France. Alors c'est peut-être une question qu'on pourrait plus cibler pour Qatar, qui n'est pas là, pour Anouar et pour Djibril. Je ne sais pas exactement qui veut commencer. J'y vais. Il y a plein de questions dans votre question, Raphaël. Waouh. Alors, plusieurs choses à vous dire. Je ne sais pas dans quel ordre. Comme d'habitude, je ne suis pas d'accord. Ça, ceux qui me connaissent le savent. J'ai l'habitude de foutre le bazar dans les conférences et cette conférence ne sera pas différente des autres. Je vous le dis tout de suite. Alors, le paradoxe, il est là. Vous avez raison. Boubker, Asdine, Amina Hassan, vous avez raison. Ces initiatives sont très importantes et elles couvrent un certain nombre de besoins. Mais le paradoxe, c'est que, d'une part, ces besoins ne sont pas couverts dans une très large majorité. Deuxième raison qui me pose un problème, c'est que toutes les offres qui sont proposées sont en définitive tributaires de tiers. Je donne un exemple. Si vous êtes enclin à rechercher un financement immobilier, vous allez vous rapprocher de 576 I, mais vous serez tributaire en définitive d'une banque. Si vous vous rapprochez de Hassan, et encore une fois, je répète, ces initiatives sont fondamentales, importantes. Et si vous vous rapprochez de Hassan, vous allez avoir un certain nombre de solutions qui vont vous être proposées, mais vous serez aussi tributaire d'un tiers en définitive, le tiers fabricant. Ce qui nous manque aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler non pas de l'intérêt de la finance islamique pour la France, la France, parce que c'est une fiction, vous savez c'est quoi, vous l'avez déjà vu, vous? Non, moi non. Donc en l'occurrence, c'est quel est l'intérêt de la finance islamique pour les clients européens, notamment français. Ça, c'est important. Et ce qui va vous manquer à la fin, c'est une manufacture. C'est-à-dire une boîte dans laquelle on fabrique des produits. Pas simplement on distribue ou on package. Donc en définitive, il faudra une banque. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Ces initiatives devront converger vers un manufactureur européen qui n'existe pas. Et la deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, avec tout l'immense estime que Boubker sait que j'ai pour lui, cette institution, elle ne sera pas fabriquée par des individus. Pour une raison très simple. Le régulateur ne l'acceptera pas. Aujourd'hui, dans la loi bancaire, si vous voulez un manufactureur de produits de finance islamique, il faut que ce manufactureur, cette entreprise qui fabrique des produits, soit institutionnalisé. C'est le troisième point que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Après 20 ans, ça fait 20 ans qu'on traîne nos guêtres dans les conférences, comme disait Amine, mais aussi techniquement, parce qu'on a fabriqué des produits pour un certain nombre de gens, ici et ailleurs. Ce qui va nous manquer, c'est l'institutionnalisation du phénomène. Et l'institutionnalisation du phénomène suppose qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un mette la main à la poche. Ce ne seront pas des individus. Donc ce que je vous encourage à faire, chers amis, c'est oui, apprenez la finance islamique si elle vous intéresse, prenez des initiatives, fabriquez des entreprises, soyez entrepreneurs, mais à un moment, il faut avoir des amis. Et ces amis, ils doivent avoir les poches profondes. Les poches profondes, c'est-à-dire un certain nombre de centaines de millions, voire de milliards. On va parler des chiffres tout à l'heure. Je ne vais pas le faire tout de suite, puisque Djibril doit aussi intervenir. Et on reprendra ensuite le fil de notre conversation. J'essaierai de faire, c'est ce que Kader m'a demandé, la synthèse régulière des conversations qui sont les nôtres, de telle sorte à identifier les bons problèmes et à préparer la troisième phase de la finance islamique. Boubker a parlé d'adolescence. Il y a eu l'enfance qu'on a vécue avec Amine tout au début où il n'y avait rien du tout. C'est vrai qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des choses.
maintenant le passage à l'âge adulte et on verra le passage à l'âge de la maturité qui sera le vôtre, pas le mien, parce que je ne compte pas traîner trop longtemps dans ce marché. Voilà. Des choses à faire dans la vie quand même. Djibril, c'est à vous. Merci, Anouar. Alors moi, je vais commencer surtout par remercier Amine et Hassan, de la même manière que Amine a pris le temps de remercier Anouar, parce que lorsque je retourne 10 ans en arrière et que je me posais la question comment acquérir ma résidence principale, j'ai cherché tout autour de moi et je n'ai pas trouvé grand-chose. Et soudainement, les entrepreneurs se sont levés, ont pris le temps de réfléchir à offrir à des citoyens français de confession musulmane des solutions pour être propriétaires en respectant une certaine éthique et en respectant leurs valeurs. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité, la chance, je dirais, de rencontrer Amine, Hassan, et puis que les choses ont pu se faire. Donc, je pense que j'étais parmi leurs premiers clients. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire d'Amine, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire d'entrepreneuriat qui a montré ses fruits au bout d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui, ils ont réussi à avoir 5000 clients qui aujourd'hui tous avaient pendant plusieurs années l'idée que c'était jamais possible en France. Donc la première chose sur laquelle j'ai envie d'insister dans cette audience, c'est qu'il faut croire en vous, croire en vos projets, croire au fait que les choses sont possibles lorsqu'on s'y met. Lorsque j'ai commencé, alors moi je suis pas forcément un professionnel de la finance islamique, hein, je suis depuis 20 ans dans le monde de l'informatique, je suis consultant donc, en informatique, mais j'ai une soif d'apprendre qui fait que j'ai continué mon cycle d'études pendant plusieurs années sur la finance islamique, sur les sciences islamiques. Donc j'ai fait à l'époque un master en civilisation musulmane et à l'époque avec mon professeur de recherche, je me disais voilà, moi je m'intéresse à la finance islamique et je me rends compte qu'il y a très peu de littérature francophone dans ce domaine-là. Comment le musulman moyen qui est là et qui veut en savoir plus sur la finance islamique peut se former. D'accord ? Donc, on a orienté les recherches dans ce sens-là et j'ai fait une recherche un peu sur l'état des lieux de la finance islamique en Europe, en prenant la France, certes, mais également les autres pays européens, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, la Turquie, etc. Et donc, l'étude a été, on va dire, assez riche et les éditions universitaires européennes m'ont proposé de le publier et ça a été encore publié. Aujourd'hui, il est traduit en 5 langues. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà même de cet aspect de dire qu'il n'y a pas de littérature, lorsqu'on prend de la hauteur par rapport au monde dans lequel nous vivons, on se rend compte qu'on est tous concernés par l'importance d'une finance éthique. Lorsqu'il y a des crises mondiales au niveau des marchés financiers, au niveau de la dette souveraine, au niveau des économies, on est tous impactés. Donc, il y a également un côté militant qui est de dire comment faire pour réformer un système qui crée aussi autant de déséquilibres et d'injustice. Donc, cette crise de 2008-là, elle nous a tous touchés d'une certaine manière. Alors, une autre information intéressante, c'est aujourd'hui, on est dans un monde où on est à peu près 1,8 million de citoyens français, citoyens de confession musulmane, mais on est des citoyens du monde. Donc, on partage ce monde avec d'autres personnes qui ont d'autres convictions. Mais le système financier aujourd'hui, c'est un système qui n'est pas un système éthique. Donc, comment faire pour le réformer? Comment faire pour réformer un système qui crée autant de déséquilibres, autant de crises? C'est là où on a notre responsabilité. Et ce n'est pas seulement les personnes de confession musulmane que ça intéresse. Vous allez être surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de confession musulmane, qui veulent un monde beaucoup plus juste. Et je vais finir avec ce chiffre que il y a un think tank américain qui s'appelle Pew Research, qui sont très centrés sur la démographie mondiale et l'évolution des groupes religieux et des groupes ethniques. Ce qu'ils disent, ce think tank, dans une étude qu'ils ont publiée en 2017, c'est aujourd'hui on est à 1,8 milliard de citoyens de confession musulmane. En l'espace de 30 ans, donc d'ici 2050, on va probablement avoir une croissance de 75% entre 2,8 et 2,9, 3 milliards. Donc on est 25% de la population mondiale. En 2050, c'est prévu, et Allah seul sait, mais
à peu près 30-35%. Donc 35% de citoyens de la population mondiale sont encore dépendants d'un système financier qui n'est pas éthique, qui crée des déséquilibres. Et donc c'est là où il va falloir qu'il y ait des entrepreneurs pour changer tout ça. Et je finis avec ce chiffre-là, c'est de dire que 25% de la population mondiale, mais ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est 25% en termes de PIB cumulé de tous ces pays à population majoritairement musulmane, on est à 8%. Donc on voit qu'il y a quand même un gap entre la création de valeur de tous ces pays-là qui consomment, qui sont très, très, très dépendants d'un système avec l'hégémonie de très grosses banques, et l'entrepreneuriat d'individus comme Amine, comme vous, qui peuvent changer la donne. Et justement, ces nouvelles technologies, ces fintechs peuvent changer la donne. On voit dans à peu près les pays comme la Malaisie, les États-Unis, beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à débloquer un potentiel énorme avec la recherche, avec l'engagement. Donc moi, mon message pour finir, c'est de dire, il faut croire en vous, croire en vos idées, ne pas avoir peur de se lancer, trouver des bons partenariats, mais se dire que les choses ne vont changer que si on y croit. Et l'histoire d'Amine et de cette histoire de 500 Easy, c'est une belle histoire. Et j'encourage un peu qu'il y en ait beaucoup d'autres dans 10 ans, qu'on revienne et qu'on se dise, voilà, on y a cru et on a pu créer des produits et des services qui étaient utiles à la communauté musulmane en France. Merci beaucoup Djibril et merci Anouar. Donc pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, ça a été comme, Amine a commencé à en parler à un moment, Hassan a un peu complété et vous avez établi un peu la problématique qui est la nôtre aujourd'hui en France, c'est de se dire si la finance islamique, elle présente des valeurs, elle présente aussi des opportunités donc, de résistance au choc, de résistance aux crises et de stabilité, de justesse. Vous avez utilisé le terme de justesse, Djibril. On se demande en fait pourquoi aujourd'hui on observe qu'en France, le marché n'est pas aussi développé que chez nos voisins, notamment le Royaume-Uni, la Suisse ou le Luxembourg. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la communauté musulmane française ou même les Français en général se contentent de cette offre traditionnelle et conventionnelle qu'est la finance qu'on connaît tous, aux dépens en fait du développement d'une finance qui serait plus éthique et islamique. J'y vais, puis vous complétez, les amis. Alors, il y a eu 2 grands moments dans notre histoire. Amine, s'il te plaît, tu apporteras ton éclairage de terrain. Il y a eu 2 grands moments. Le premier moment, ça a été le moment du fantasme. Ensuite, ça a été le moment des échecs. Alors, le moment du fantasme. On a cru à un moment, c'était, vous étiez encore, certains d'entre vous, je regarde les visages ici, encore à la petite école. C'était sous la présidence du président Sarkozy avec Madame Lagarde, où on se disait, tiens, la crise financière nous pend au nez, il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts entre les économies complémentaires, l'économie européenne et les économies pétrolières. Donc on se disait, le seul endroit où il y aura de la liquidité, c'est encore dans les économies exportatrices de pétrole. Et par conséquent, faisons de la finance islamique un pont entre le monde occidental amoral, pas nécessairement immoral, et la finance islamique qui, elle, a une vocation éthique et morale. Bon, alors, Madame Lagarde a dit, très bien, on va faire de la finance islamique à la française, on va créer des ponts, on va demander à nos amis malaisiens, indonésiens et golfiotes de venir faire une banque islamique en France en essayant de marier la carpe et le lapin, à savoir une petite banque qatari et le groupe BPCE, ça n'a pas marché. Donc ça, c'était le moment du fantasme. Et pour tout vous dire, nous autres, quand on était encore un peu jeunes, rappelle-toi, on fantasmait là-dessus, on se disait, tiens, on va tous avoir des jobs, on va faire des trucs incroyables et on va faire de la finance islamique européenne à la française, c'est top. Ça n'a pas marché, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, on s'est rabattu sur le moment des échecs. Je sais pas, c'est pas très drôle ce que je vous raconte, mais vous allez voir, l'histoire est plutôt sympa vers la fin. Ensuite, on s'est dit, bah tiens, si ça ne peut pas venir d'en haut, bah ça va venir d'en bas. Donc, on va prendre des initiatives. On va aller faire le tour du monde avec Kader Merbou et les autres, faire du tour du monde et mendier de l'argent à nos amis. Donc, on est allé en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, en Malaisie. J'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai demandé à tout un tas d'institutions de finance islamique, s'il vous plaît, venez nous faire une banque chez nous. Ils ont dit, Inch'Allah. Ça, quand vous connaissez les golfiotes, ça veut dire non. Il faut savoir. Donc, je ne citerai pas de nom, mais on a vu un certain nombre d'institutions, une bonne quinzaine,
Elles nous ont dit non. Pourquoi? Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, aussi, ils sont entrepreneurs, hein, c'est des gens qui ont créé leur banque, ils se disent, tiens, est-ce que je mets 1 euro en France ou est-ce que je mets 1 euro au Kenya ou en Afrique du Sud ou au Maghreb ou je sais pas où? Eh bien, nous, on arrive tout en bas de la liste. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et c'est pas compliqué parce qu'on n'est pas gentil, c'est compliqué parce que, la banque chez nous, c'est pas compétitif. Hein, c'est beaucoup trop cher de faire de la banque ici. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrents. 2, les concurrents ne vous laisseront pas rentrer. Et 3, c'est cher. Donc, 1 euro investi en Malaisie, pour eux, c'est plus intéressant qu'1 euro ici. Alors, ça, c'est le moment des échecs. Et puis, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va faire d'autres choses. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train d'essayer d'autres choses, notamment commencer par des établissements de paiement. Il y en a certains qui sont en train d'émerger. Les noms sont cités sur le petit flyer que vous avez vu. Un établissement de paiement, ce n'est pas une banque, mais c'est déjà un premier pas vers une banque. Et donc l'idée, c'est de commencer par des services simples, le dépôt, la carte, les virements, et puis après on verra, les agréments pourraient s'accroître. Mais à un moment ou à un autre, je vous le dis une nouvelle fois, il faudra bien des fonds propres. Donc il faudra bien du capital, il faudra bien que quelqu'un mette la main à la poche. Et ce n'est pas avec les fonds propres d'un établissement de paiement que vous allez pouvoir faire la manufacture dont vous avez besoin. Voilà. Donc maintenant, on est beaucoup moins adolescent, on fantasme beaucoup moins sur le déhanché de Rihanna et on se concentre sur la vraie vie, à savoir aller chercher de l'argent là où il y en a. Voilà, Djibril, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, Amine aussi. Enfin, moi, ce que je veux rajouter, c'est... Bon, Anouar a beaucoup parlé de l'offre, hein, l'offre de service, mais il y a un autre aspect, c'est la demande. Lorsqu'on parle de l'économie, il y a toujours cette loi de l'offre et de la demande. La question, c'est est-ce qu'il y a une demande en France? Est-ce qu'il y a une demande de produits où on souhaite justement financer sa résidence principale? La question, elle n'est pas si simple que ça. Certains établissements bancaires vont vous dire, oui, mais pourquoi vous voulez que je fasse des produits charia compliant alors que j'ai déjà beaucoup de clients qui ont leur salaire chez moi, qui prennent des prêts chez moi et qui font un peu qui utilisent tous mes produits. Donc c'est parce qu'au niveau de la demande, au niveau des citoyens, on n'a pas encore cette sensibilisation de se dire je dois dire non à certains produits pour lancer un message fort à ces institutions-là. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc moi, j'ai un discours assez militant dans ce sens, c'est de dire en tant que citoyen, je gagne ma vie, j'ai mon salaire, j'ai le choix de mettre mon argent où je le veux. Et si je sais que cet argent il est utilisé aujourd'hui pour faire en réalité des transactions qui ne sont pas en phase avec une certaine éthique, j'ai le droit de dire non. Et donc c'est là où également il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait entre nous. Ces conférences sont un bel exemple, mais de sensibiliser au point qu'il y ait une demande forte au niveau de la population de ce type de produits et services. On va laisser la parole à M. Kader Mergou qui n'a pas pu intervenir depuis le début. Mais du coup, mais dans la continuité en fait, de ce que vient de dire Djibril, ce serait se demander en fait, mais qu'est-ce qui pourrait en fait, dynamiser cette demande? Aujourd'hui, vous avez parlé de la demande notamment pour l'acquisition d'un bien immobilier, mais il y a aussi toute la question de la demande vis-à-vis de l'épargne, vis-à-vis de l'optimisation fiscale, vis-à-vis de l'investissement, vis-à-vis des assurances. Il y a des choses qui ont été développées, mais ça reste quand même un peu niche, c'est le terme. Et du coup, pour aujourd'hui, notamment avec le master que vous dirigez, comment on peut en fait dynamiser cette demande et faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas se contenter de la finance conventionnelle, qu'il y a d'autres solutions. J'ai l'impression que la question est adressée. Alors rapidement, je vous donne juste un élément de réponse. La demande sur le sujet en France, elle est principalement orientée vers le financement. Ça, c'est la première chose. Sur l'épargne, l'offre de Pérennis, ils seront mieux à même de pouvoir nous parler de ce qu'ils font en termes d'épargne et comment ils le ressentent. Il y a Amine sur la question du financement immobilier. Et bon, c'est dommage, on n'avait pas la Cherbi qui a pu venir à cette conférence, la prochaine, Inch'Allah. Dans le cadre du MBA et le certificat qu'on gère ici à Financia, il faut bien comprendre que la problématique de la finance islamique en France, c'est une problématique de démocratisation, de compréhension. C'est un grand n'importe quoi. Dès qu'on vous parle de finance islamique, c'est un grand pas n'importe quoi. Chacun y va de ses connaissances approximatives, de ses stéréotypes, de ses préjugés, de ses incompréhensions, de son ignorance. Et j'avais cette discussion-là, il n'y a même pas 10 minutes, là-haut, avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, où on parlait notamment des imams, qui ont une compréhension extrêmement limitée de la question de la finance islamique. Pourtant, c'est des prescripteurs.
Donc c'est la vraie problématique. Kader, je crois juste qu'il faut que tu parles Pas plus une près du voix micro. forte, Non, non, pas assez. pas au fond. Je disais, la vraie problématique, c'est la démocratisation et l'information autour du sujet de la finance islamique. C'est ce qui va permettre de dynamiser la demande, autant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Et je pense que nos amis ici présents, je pense que c'est ce qu'ils ont dû remarquer dans le cadre de leur activité. Je sais pas, Amine. Ce qui serait important, c'est que Amine et Anas et Hassan nous parlent de Anas Patel n'est pas avec nous malheureusement, de leurs clients. Qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, en tout cas, dans ma tête, je vais faire. On a dit qu'on parlerait de chiffres. Un crédit hypothécaire moyen, apparemment, ce que disait Statistique, c'est 250 000 euros. D'accord? Crédit hypothécaire moyen. Vous avez 1000 clients, c'est un portefeuille de 250 millions. On est d'accord? Ça fait 25 millions de fonds propres en face. Vous avez 10 000 clients, c'est un portefeuille de 2,5 milliards. Il vous faut 250 millions en face. Vous avez 100 000 clients. C'est rien par rapport à la population musulmane en France. Vous avez 100 000 clients, c'est 25 milliards d'euros de portefeuille, donc 2,5 milliards en face. Parce que la loi bancaire vous dit que vous ne pouvez pas leverager, vous ne pouvez pas faire un levier de plus de 10. Mais qui va mettre 2,5 milliards de fonds propres dans une banque islamique en France? Expliquez-moi. Donc comment on fait? C'est ça la vraie question. Comment on fait? On peut bricoler si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et la question qui se pose, c'est que veulent les clients? Donc à ma gauche, financement de bilan, financement bilanciel. À ma droite, épargne et gestion hors bilan. Donc les amis, s'il vous plaît, parlez-nous de vos clients. Que veulent-ils? Alors, bon, je partage complètement l'analyse qui a été dite, et c'est une analyse en fait qui a maintenant une dizaine d'années. Hein. Il y a toujours cette vision banque, il faut mettre en place une banque, et l'autre vision qui est en face, et on n'arrive pas à mettre en place une banque, on va faire les produits. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même une dizaine de produits qui sont sur le marché français, pas produits par une banque, en tout cas pas par une banque islamique qui fait tout de façon islamique. Mais moi, je considère ça comme notre force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a des acteurs institutionnels qui font de la finance islamique, sans forcément le dire, le contexte oblige, mais qui font de la finance islamique, en tout cas des produits islamiques. Et des produits conformes à l'éthique musulmane qui sont certifiés, donc qui se soumettent à un contrôle, un audit annuel, qui respectent les cadres éthiques et qui produisent ce type de produit. Est-ce que c'est parfait? Alors, d'un point de vue produit, conformité éthique, oui. D'un point de vue réponse aux besoins de tout le monde, non. Mais est-ce que ça commence à répondre à un besoin de plus en plus grand? Oui, ça c'est clair aujourd'hui. On ne peut pas dire que les produits conformes à l'éthique musulmane, que ce soit sur le crédit, je ne parle pas des entreprises, je parle des particuliers. Aujourd'hui, n'importe qui, enfin, les conditions d'accès au crédit, je laisserai Amine revenir là-dessus, au crédit classique sont exactement les mêmes que les conditions d'accès d'un crédit conventionnel. Donc ça, les gens qui disent « j'ai pas accès au crédit islamique, au financement Murabaha, plutôt je vais faire un crédit classique », c'est pas vrai, c'est les mêmes conditions. Il est vrai que c'était plus compliqué avant parce que nous, ces règles prudentielles du 33% du taux d'endettement, d'avoir 15% d'apport, c'est des règles de bon sens en fait. Donc aujourd'hui, ces règles de bon sens reviennent un peu dans le marché classique. Donc après, sur les produits d'épargne, moi je pense qu'il y a effectivement besoin d'un travail de vulgarisation et de pédagogie pour tout le monde, que ce soit pour le musulman lambda qui souhaite avoir recours à ces produits-là, parce qu'on a souvent tendance à croire que, par exemple, quelque chose qui est assez récurrente, le crédit islamique, c'est gratuit. Je vais venir, je vais emprunter, je vais acheter ma maison et c'est fabour. Donc c'est personne qui est salarié, personne n'est payé. Donc déjà rien que ça, bon, il y a un travail qui a été fait quand même sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, ces questions-là qu'on avait avant dans les conférences, dans les salons, c'est des questions qui n'existent plus. Donc on voit que ce qui a été fait a quand même servi à deux choses. Un, montrer qu'il y a une vraie demande, mais qu'il faut savoir l'adresser. Clairement, ce n'est pas parce que vous allez mettre banque halal que tout le monde va venir chez vous. Ça, c'est se tromper. Et d'ailleurs, ça peut même vous tuer si vous faites ça. Enfin, vous tuer au sens économique du terme. Et deuxième chose, j'en ai perdu ce que je voulais dire. Deuxième chose, c'était qu'il y a une vraie demande, effectivement. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça de faire des produits conformes éthiques en France. Et ça, c'est une chance. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cadre réglementaire et légal qui ne pose pas problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des initiatives.
peut-être encore des choses à améliorer d'un point de vue fiscal, parce qu'il y a souvent des frottements fiscaux qui pourraient être améliorés, mais d'un point de vue légal, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, comment faire pour ramener ces fonds propres aux cet acteur-là? Ça, moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Peut-être. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il est clair que les signaux, les 10 années de travail démontrent qu'il y a il y a des possibilités. Les produits peuvent être mis en place parce qu'il y a des produits. Et en face, il y a une demande qu'il faut savoir adresser, aller chercher là où elle se trouve. Après, le reste, peut-être qu'Amina a une réponse. Alors, comme on a dit qu'on avait parlé de l'enfance, puis l'adolescence, et ensuite l'âge adulte et la maturité, les 10 ans, la dernière décennie, peut-être qu'il y a nos voisins, effectivement, outre-Manche, qui ont une petite décennie d'avance sur nous. Et très souvent, j'entends, oui, alors en Angleterre, il y a beaucoup de choses, etc. Plus récemment, ce qu'on a plutôt vu en Angleterre, c'est un gros coup de frein sur tout ce qui concerne le marché du retail, donc le marché des particuliers. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en France mieux outillé en matière de solutions financières conformes à l'éthique musulmane que nos voisins anglais, pour les particuliers. Je précise bien pour les particuliers. D'accord ? Donc, apprécions ça. Pas apprécions dans le sens où c'est une régression pour eux, apprécions dans le sens où ça veut dire qu'on a fait un bout de chemin. Okay, donc, et arrêtons avec ce truc de oui, les Anglais c'est top, ils sont au top. Non, on les a dépassés de loin en matière de finance islamique pour les particuliers. Au niveau des produits, au niveau des volumes, ils ont 10 ans d'avance, donc on a encore. Au niveau du financement immobilier en France, typiquement, on parlait de donner un peu des chiffres ou des ordres de grandeur. Sur le financement immobilier, on approche le milliard d'euros d'encours, en tout cas de production, en termes de financement immobilier. Les chiffres que tu as donnés à Noir sont évidemment similaires, c'est-à-dire que le marché conventionnel, on retrouve à peu près la même chose chez nous, en moyenne 250 à 300 000 euros de financement. Donc voilà, en fait, multiplié par 3 000. Alors, tu vois, je parlais de 5-6 000, j'incluais l'épargne. Puisqu'on fait du financement immobilier, on fait de l'épargne. Et donc sur le financement immobilier, c'est un peu plus de 3 000. Voilà, en fait, multiplié par 250 à 300 000, vous arrivez à peu près à 1 milliard. Et donc en fait, l'approche effectivement de se dire que il nous faut un acteur, il faut cette notion d'institutionnalisation, elle est essentielle. Oui, mais par quel chemin en fait? Est-ce que c'est from scratch, il n'y a rien sur le marché, on n'a aucunement prouvé qu'il y avait une vraie demande sur le marché, si ce n'est par des études, des sondages ou des études, des business plans très théoriques, puisque il n'y a aucun acteur qui a testé le marché, donc c'est bien de faire des études, mais les fichiers Excel, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, hein, il suffit de changer. Vous voyez, c'est l'entonnoir, donc il y a X Français, X millions de Français, Y millions de confessions musulmanes, et puis ensuite il y en a tant qui sont pratiquants, pas pratiquants, et ainsi de suite. À la fin, on arrive à quelque chose, mais ce quelque chose, on en fait ce qu'on veut, hein. Ça dépend des pourcentages qu'on met à chaque étage. Donc voilà, l'approche qui a été, je pense, celle de tous les acteurs, certains par conviction, d'autres pas parce que par résignation, ça a été finalement de créer des solutions, de développer, de donner naissance à ce marché, et puis peut-être à un moment donné que cette traction sur le marché fait que des acteurs institutionnels vont se dire « Ah tiens, finalement, cet euro-là que j'ai mis en Malaisie, peut-être que maintenant je peux le mettre en France. » Voilà. On verra, l'avenir nous le dira, Inch'Allah. Mais voilà, c'est un peu l'idée, en tout cas pour nous. Après, je rejoins le sujet de la démocratisation, et on parlait de démocratisation et de vulgarisation, ici et là. Sur la démocratisation, je pense que c'est d'abord une problématique d'information, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, alors ça dépend, moi quand j'entends démocratisation, j'entends que les produits ne sont pas accessibles et il faut les démocratiser, il faut que ce soit accessible au grand public. Aujourd'hui, en matière d'épargne, à 500 €, vous pouvez commencer à épargner, sur d'autres produits c'est 1000, sur d'autres c'est 2000, enfin je veux dire, il y a personne il y a très peu de gens qui ne peuvent pas y accéder réellement. Sur le financement immobilier, on est sur les mêmes conditions que dans le conventionnel, vraiment un chouïa près. Donc la démocratisation, je pense que c'est plus vraiment un sujet. De ce point de vue-là, je sais pas, je pense que tu avais en tête plus là. Voilà, la vulgarisation, le fait de vraiment secouer, on va dire, un petit peu la demande. Et donc on en arrive au sujet de la vulgarisation. Là, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un travail phénoménal qui avait été fait à l'époque
déjà par l'association EDIM. Donc, tout le monde ici a pris part d'une manière ou d'une autre à un moment donné, depuis 2005 jusqu'à pendant une bonne décennie, avec tout plein de conférences, de formations, de séminaires, de production de contenu, etc., qui a fait un énorme travail. Nous, on l'a vu sur le terrain, puisque au tout début, je peux vous dire que quand on postait quelque chose sur les réseaux sociaux, on se cachait, hein, parce qu'on envoyait, puis il fallait se cacher, hein, parce que ça tirait au flanc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit quand même qu'il y a eu quand même globalement il y a de beaux résultats déjà par rapport à cet effort de sensibilisation et de vulgarisation. Mais ce travail est loin d'être terminé. Et je vais dire quelque chose que Hassan avait envie de dire et qu'il démangeait, mais qu'il n'a pas envie de dire, alors je vais porter pour lui. C'est que moi, personnellement, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent fort à la finance islamique. Et en fait, à un moment donné, il faut aussi que tout le monde passe le cap. Donc, c'est bien de s'asseoir autour d'une table. Si on est 10 à s'asseoir autour d'une table, 20 autour d'une table, à se dire comment on pourrait faire avancer les choses dans la finance islamique. Mais sur ces 20 personnes autour de la table, il y en a un seul qui a souscrit à des produits de finance islamique. À un moment donné, il y a un petit sujet de cohérence. Il y a un petit sujet de cohérence. Et pour moi, c'est un vrai... désolé, hein, je le dis avec... Parce que ça fait... Moi j'ai un peu moins de track record que certains ici. Mais c'est quand même j'ai donné une petite quinzaine d'années de ma vie à la finance islamique. Et voilà, des fois, il faut que ça sorte un petit peu. Donc, quand on a... Des fois, je me retrouve... Enfin, ça, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Donc, familial, associatif, peu importe où on va. Ah, ami, mais t'es dans la finance islamique. Ah, bah donc, on peut te poser des questions. Non, en fait, c'est un mariage, je suis venu pour faire la fête. Ah, bah non, mais quand même, ok. Donc, en fait, ça loupe pas, peu importe où, vacances, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Parce que tout le monde pose des questions ultra techniques. Oui, mais attends, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Mais t'as souscrit à quelque chose? Non, ben c'est bon, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. D'accord? Parce que quand, effectivement, ce travail que fait Anouar et que font d'autres, d'aller chercher, de bousculer les acteurs institutionnels, mais quel track record on a à montrer? Quels chiffres on a à montrer? Quelle demande réellement? Est-ce qu'aujourd'hui... Anouar a dit quelque chose de très pertinent. Aujourd'hui, sur le financement immobilier, on aurait pu faire beaucoup plus. Pourquoi on n'a pas fait beaucoup plus? Notamment parce qu'il y a des limitations par rapport à ces problématiques de fonds propres. Ok. Mais est-ce que réellement on a saturé nos capacités? Est-ce que réellement on est sous l'eau, on croule sous la demande, etc. Non, il y a encore énormément de personnes qui vont vers le crédit conventionnel. Et alors pour les produits d'épargne, on a même plus ce sujet-là. On n'a plus ce sujet de c'est accessible, c'est pas accessible, c'est plus cher, c'est pas plus cher, toutes les excuses qu'on se trouve. Sur les produits d'épargne, on n'a pas ces problèmes-là. Donc oui, il y a eu aussi une belle avancée. En à peu près 3 ans, on a collecté à peu près 50 millions d'euros. On en est tout près. Ça peut paraître très bien, mais par rapport à tout ce qu'il y a dans les bas de laine, à la rigueur, si c'était sous les matelas, je ne dis pas, mais quand c'est dans les livrets A, là, c'est un peu plus frustrant. Donc moi, je suis convaincu que si on fait un petit micro-trottoir ou à main levée, on demande dans une mosquée ou que sais-je, à 1000 personnes qui a un livret A, je pense qu'il y a plus de la moitié qui lèvent la main. Enfin, ils ne lèveront pas parce qu'ils seront gênés, mais si leurs mains pouvaient se lever toutes seules, on aurait plus de la moitié qui lèverait la main. Et là, on a un problème. On a un problème de cohérence. Ces mêmes personnes-là, autour d'une table, vont vous dire, alors, oui, mais c'est quoi vos produits exactement? Ah, super. Et comment ça marche? Et le point 1, point 2, point 4, point 12, point 25, tu peux me l'expliquer? Et tu as demandé ça à ton banquier quand tu as ouvert ton livret A? Bon, voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Voilà, on voulait parler des clients. Raphaël, on voulait parler des clients, voilà, tu sais. Je voulais juste rebondir sur sur ce que Camille venait de dire par rapport à justement la question du fait qu'on ne pouvait pas passer le cap. Et là, je pense que clairement, on pourrait éventuellement rebondir à ce moment-là sur la question sociologique. Est-ce que justement, est-ce qu'on a des barrières qui existent au niveau sociologique en France et qui pourraient expliquer ça? Parce que c'est vrai que on peut se poser la question de si la demande existe, mais qu'elle n'est pas assez dynamisée. Ça, c'est une question à laquelle peut-être Djibril pourrait nous éclairer dessus. Mais je ne sais pas, du coup, si on pourrait parler justement de barrières sociologiques en général en France. On parle de l'offre ou de la demande, là? De la demande. Je vais évacuer la question de l'offre d'abord, et puis ensuite, on parlera de la demande. Au niveau de l'offre, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les institutions financières françaises se sont intéressées au phénomène pendant des années et des années, et suite à la publication des surveys, comment on appelle surveys, des sondages, voilà, des sondages, des études, des sondages,
où il y a un marché. Donc toutes les études des grandes banques françaises ont convergé. L'idée, c'était il y a la possibilité de capturer environ, au bout d'un certain temps, 5 ans ou 10 ans, environ 5 millions, sur les 5 millions de personnes affinitaires, environ 1 million de clients qui sont capturables, à peu près 20% dans un espace de temps, dans un laps de temps relativement court. Et donc, la question que vous posez sans doute, c'est s'il y a un marché, pourquoi une institution ne va pas chasser ce marché-là? Et c'est là que la question se pose. Toutes les études convergeaient aussi que si une grande banque institutionnelle installée ici en France développait des produits affinitaires de ce type-là, alors il y aurait une déperdition d'une autre catégorie de clientèle. Ça, c'est un phénomène sociologique bancaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas complètement gratuit. Et la conséquence qu'on en a tirée, la conclusion qu'on a tirée de ces études-là, de ces contre-études, puisque vous avez un sondage qui dit qu'il y a un marché, et vous avez des institutions qui n'adressent pas ce marché. Par conséquent, il n'y a la place que pour les pure players. Et Perenni, c'est un pure player. Easy 570, c'est un pure player. Et Asdin Ramallah avec sa fille, c'est un pure player. Donc il n'y a de la place finalement que pour des pure players. Pure player, c'est-à-dire une institution qui ne fait que ça. Pour ne pas avoir soit à cannibaliser un produit, soit en revanche à faire fuir une autre catégorie de clients. Sur la partie demande, je suis totalement incompétent, Djibril. Alors, sur la partie de la demande, je pense qu'il y a une image qui est très biaisée de la finance que l'on a au niveau des citoyens moyens, de dire voilà, tout ce qui est finance-banque, c'est par défaut très suspicieux. Donc, et on a tendance à se dire, même si des gens se lèvent pour faire de la finance islamique, c'est suspicieux. Et qui fait que beaucoup de gens sont toujours hésitants à se dire, c'est pareil. Alors, quand je discute au quotidien avec beaucoup de co-religionnaires dans les mosquées, alors, on leur dit, mais aujourd'hui, c'est possible d'acquérir sa résidence principale avec un financement Murabaha. Certains vont dire, oui, mais non, est-ce que c'est pas pareil? Mais c'est pareil. Donc, il y a quand même un vrai problème de fond qui est que, et je pense que M. Merboul en parlait, même dans les mosquées, les dirigeants n'en parlent pas vraiment de cette demande-là, pour sensibiliser les personnes sur qu'est-ce que la finance islamique. Et il y a un besoin, justement, pour faire naître cette demande, pour justement montrer qu'il y a des acteurs en France qui font un travail licite, qui est un travail qui est éthique, et qui peut leur fournir. Beaucoup de gens encore préfèrent aller mettre leur argent dans la banque du coin qui ne fait pas de la finance islamique, parce que tout simplement, il y a encore un doute. Donc il y a un travail, je pense, aussi de confiance à construire par justement une sensibilisation de conférences, mais également dans les lieux de culte, parce que c'est là également où les gens fréquentent le plus. Et lorsque justement des imams parlent de ces choses-là, on voit avec l'exemple d'Amine qui a entendu parler juste d'une conférence sur le riba, et ça a, on va dire, orienté sa vocation. Donc des gens comme ça qui en parlent, il en faudrait plus pour pouvoir faire naître cette demande. Un autre point, c'est la force du collectif, la force du groupe. Hein, on est en France, on oublie parfois aussi qu'on a l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est en réalité un modèle qui est très inspirant par rapport à ce que nous, aujourd'hui, on fait en métropole. Je donne cet exemple parce qu'une fois, j'ai vu qu'il y avait une grande enseigne qui faisait justement un produit d'épargne qui était en phase avec la finance islamique. Alors, je suis allé, j'ai creusé, j'ai regardé. Alors, je suis allé, j'ai contacté l'enseigne, je leur ai dit, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir ce produit ici en France? Ils ont dit non, il est uniquement disponible à l'île de la Réunion parce que là-bas, il y a une demande qui a été faite. Alors, j'ai dit, mais attendez, c'est la France, l'île de la Réunion. Pourquoi vous proposez le produit à l'île de la Réunion et aujourd'hui en métropole, vous ne le proposez pas? Parce que tout simplement, il y a un collectif qui a fait ce travail d'être présent, d'être reconnu et de représenter une force commerciale dans l'écosystème et qui a fait que ce produit a été lancé. Donc la force du collectif est très importante parce que si justement ces banques ne voient pas au niveau de la demande un collectif qui est en mesure justement d'exiger ce type de service, je ne pense pas que des services vont émerger davantage. Juste, merci beaucoup, Djibril, pour cette intervention par rapport à la demande, justement. Amine, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à... Si je peux chipper une petite minute, parce que en fait, j'avais pris mes notes et j'ai oublié un point. Mais c'est très rapide. C'était juste, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'Angleterre et de la comparaison avec la France. En France, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord
J'aime bien. Là, d'habitude, j'ai du mal à dire ça, mais comme un noir, il l'a dit très fort tout à l'heure, maintenant je me sens à l'aise. Je ne suis pas d'accord avec cette ambiance générale qui consiste à laisser. Je dis ça, laisser planer cette idée qu'en France, on manque de solutions, on manque de produits, on n'a pas de quoi répondre aux besoins. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait, je prends l'exemple du volet gestion de patrimoine dans nos activités, puisque c'est la partie où on va dire qu'on peut faire le plus de choses, le plus largement. Quand on a un client à qui on peut financer la résidence principale, un investissement locatif, via une SCI par exemple, on peut financer l'acquisition de murs commerciaux, par exemple de son cabinet médical. Et à côté de ça, il peut faire de la défiscalisation avec son PER, qui peut le faire en tant que pro d'ailleurs aussi, quand ils sont chefs d'entreprise. Qu'il peut également préparer l'avenir de ses enfants avec des placements, divers types de placements en immobilier, en assurance vie, etc. Qu'à côté de ça, on peut aussi faire du conseil plus largement, structuration juridique du patrimoine, l'organisation de la succession conformément au droit musulman, voire même du conseil sur les aspects de régime matrimonial, etc., etc. Je suis désolé, à la fin de l'histoire, il y a très peu de cases qu'on ne coche pas. Il y a peu de cases qu'on ne coche pas. Alors oui, on va dire oui, mais l'assurance auto, ok, l'assurance auto, d'accord. L'assurance auto, je n'ai pas le sentiment que ce soit la top priorité, parce que à défaut d'une solution conforme à l'éthique musulmane, on a quand même une forme de tolérance sur le sujet chez les savants de manière générale. Donc, je ne dis pas que tout est là, et ce n'est pas juste une question de voir le verre à moitié plein. Je pense qu'aujourd'hui, de manière très factuelle, il faut qu'on sorte de ce truc de « Ah, il n'y a pas encore les produits, il n'y a pas encore les produits ». Il y a les produits pour répondre à beaucoup de besoins, et je pense la majorité des besoins. Il reste encore un champ à explorer et sur lequel on a besoin encore de solutions. Mais arrêtons de... J'ai l'impression que de manière générale, tout le monde se dit « Oui, on est peut-être à 10%. On est à 10% de couverture des besoins. » C'est pas vrai, on est à plus de 50%. Voilà. Très très juste. Merci beaucoup. Donc, pour ensuite passer à la question Q&A, on a reçu beaucoup de questions qui reprennent un peu des éléments qui ont été dits, des éclaircissements pour certains. Donc, avant de conclure cette table ronde et de passer à la partie questions du public, est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous donner, un petit message ou une conclusion de tout ce qui a pu être dit depuis le début? On commence par Monsieur Kader et on tourne. On commence à gauche et on va... En mot de clôture, non, tout simplement, c'est une industrie en devenir qui a besoin d'acteurs, qui a besoin de leaders. Effectivement, il ne faut pas voir dans cette industrie le verre à moitié plein. Je n'ai pas eu le temps de commencer sur mon expérience. Quand j'ai commencé, il n'y avait rien du tout. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai envie d'apprendre le sujet. J'ai appris le sujet. Après, mon premier réflexe, c'était de me dire, mais d'autres personnes peuvent apprendre aussi. Donc, j'ai juste transféré ça. Et ça a créé un écosystème gigantesque. Donc, ayez confiance en ce sujet-là. Ce n'est pas parce que ça a l'air petit pour vous que ça ne peut pas grandir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, moi, je construis sur ce que dit Kader, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités dans ce domaine de la finance islamique, mais parce que j'ai une casquette de consultant en informatique, je vois à peu près l'accélération qu'il y a dans la digitalisation des services dans le monde. Et qu'aujourd'hui, sur ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire au niveau de l'entrepreneuriat. On parle de blockchain, on parle des fintech, on parle de services qui sont utiles au quotidien et qui peuvent être en phase avec justement un certain nombre de principes. Et c'est là où on a besoin d'entrepreneurs. Et le message que je veux passer, c'est essayez de vous engager, de vous lancer. Vous êtes en train de faire un certificat, un MBA en finance islamique. Derrière, construisez un projet de carrière qui est basé sur l'entrepreneuriat, mais également sur le domaine dans lequel vous êtes en train de faire vos études. Alors moi, je vais reprendre un propos de mon frère Youssouf, tout à l'heure, qui disait que, en fait, il faut se former pour être prêt quand les opportunités se présenteront. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les opportunités, il faut les créer. Et donc, je pense que vous avez... Enfin, moi, j'étais impressionné en rentrant dans cette salle. Je dis, ouais, trop d'énergie là, donc il faut faire. Les opportunités, il faut les créer, il faut les bousculer, il faut les provoquer. Et
Donc il faut s'engager de ce point de vue-là, je reprends la notion d'engagement. Et s'engager, il y a plein de manières de s'engager. Donc ça peut être via l'entrepreneuriat, ça peut être en passant, en diffusant la bonne parole, en s'engageant dans le cadre associatif. Il y a plein de manières de faire. Et cette nouvelle décennie qui s'écrit, si elle doit cette nouvelle page doit s'écrire à partir d'aujourd'hui et avec vous, peut-être qu'il faut vraiment tirer les leçons aussi du passé. Peut-être on s'est beaucoup concentré sur les produits, sur l'offre, et que c'est le moment aussi de se concentrer plus sur la demande et sur les attentes des gens, sur la manière de répondre à ces besoins-là, dans le fond comme dans la forme, sur les canaux, etc. Donc voilà, tout est à faire, c'est à vous de jouer. Alors de mon point de vue, moi je viens pas du retail, hein, je viens des marchés de capitaux, agence de notation, banque d'affaires et conseil. Et donc je vois le problème différemment. Donc les initiatives bottom-up, je les salue, je les applaudis, bravo les gars. Je m'occupe de la partie top-down. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé racketter un actionnaire 27 millions d'euros. On va voir s'il va dire oui. S'il dit oui, on avance. S'il dit non, bon, on ira en chercher un autre. Donc c'est moi qui va clôturer. Du coup, moi, je tenais déjà à vous remercier. Voilà, il est 20h, vous aurez pu être chez vous tranquillement, vous êtes là avec nous. Donc, merci pour votre présence. Et effectivement, comme l'a dit Amine tout à l'heure, j'aurais pu dire en fait ce qu'il a dit. Donc maintenant, il faut souscrire. Et donc, pour souscrire, il faut prendre contact avec moi en attendant les 27 millions. Donc voilà, vous allez avoir mes coordonnées. Vous avez compris le message. Vous ne pouvez pas sortir d'ici en n'ayant pas souscrit. Donc, venir, c'est bien. Maintenant, il faut souscrire. Merci beaucoup à tous. Merci. Donc, on va passer à la partie question du public. Donc, pour cette partie, il y a Hichem et Tatla qui va nous rejoindre. Donc, normalement, il devrait apparaître en visio sur l'écran. C'est génial. Juste avant les questions, simplement pour vous dire que si on avait osé raconter des bêtises pareilles il y a 10 ans, on n'aurait pas fait une deuxième conférence. Maintenant, au moins, ce qui est sympa, après 15 ans pour toi, 20 ans pour moi, je ne sais pas, toi, Kader, ça fait au moins un siècle, ne vous fiez pas à son air genou, il est beaucoup plus âgé qu'il n'y paraît. On se serait littéralement effondré sous la pression de nos propos. 15 ans plus tard, on peut se parler franchement. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus sain de se dire les choses, ce qui va et ce qui ne va pas. Vous avez eu le temps de nous concocter quelques questions ? Là, c'est mieux. Je profite de l'occasion parce qu'il y a Suad Gourchou qui est ici. Tant qu'on parle de solutions, lui, il offre une solution qui est vraiment super intéressante sur le financement des TPE et des PME. Donc, Suad, viens s'il te plaît. Et je te demande juste 2 minutes parce qu'on va attaquer. Non, ils veulent faire la mode TEDx. Je crois que c'est pris. Allez, vas-y, c'est à toi. 2 minutes, Suad. 30 secondes. Présente ta solution, c'est très intéressant. Ça va tous vous intéresser. Salam alaikum tout le monde, bonsoir tout le monde. Déjà, je suis arrivé à la fin et le peu que j'ai écouté est franchement très très qualitatif. Donc merci beaucoup. Et c'est un honneur pour moi d'être assis autour de vous. Très rapidement, donc je gère depuis 2016 une structure qui s'appelle Muslim Ambition Booster de Startup. La volonté, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat innovant au sein de la communauté musulmane et depuis maintenant 2021 de promouvoir cette culture de l'investissement. Et je pense que la trame de fond un peu de tout ce qui a été dit aussi, c'est cette logique d'investissement. Comment je vais utiliser mes fonds. Et c'est vrai que moi, mes parents ou mes grands-parents, ils ne m'ont pas forcément appris cette logique d'investir mon argent. On était plutôt dans une logique de sécurité, laisser mon argent sur le compte épargne ou sous le matelas. Maintenant, on est en 2022, bientôt 2023. Il y a des nouvelles logiques. Comment je peux investir mon argent. Il y a de plus en plus de solutions qui existent, qui sont très très intéressantes. Donc je développe depuis octobre 2021 une solution qui vise à investir au sein des startups. On va faire un travail, on a mis en place une charte de qualité pour évaluer le potentiel des startups et ensuite les proposer à des investisseurs qui ont les moyens d'investir. On essaye de développer une solution pour démocratiser l'investissement, donc
la possibilité d'intégrer une start-up à hauteur de 5 000 euros, on structure ça en holding pour donner la possibilité à un maximum de monde d'investir. Donc voilà, j'ai ici mes grands frères qui m'ont vraiment donné cet amour de cette finance-là, de la finance islamique. Je suis moi-même en train de me former, d'apprendre, et ça me fait plaisir de voir un peu toutes ces personnes qui sont intéressées par le sujet. Maintenant, comme ça a été évoqué, il va falloir aller de l'avant, prendre des initiatives et aller beaucoup plus loin que simplement le fait de se former sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup Kader, on a passé un super moment à Marseille ensemble. Merci pour l'invitation et merci à vous et merci au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la partie questions-réponses. La première. De 1% du marché, 100 milliards. Donc il faudrait de l'autre côté du bilan 10 milliards de fonds propres à peu près pour vraiment couvrir tout le marché d'un coup. Alors il y a très peu de gens qui sont capables d'investir 10 milliards. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut commencer petit à petit, peut-être avec quelques millions d'euros pour un établissement de paiement. Je dirais entre 5 et 10 millions pour un établissement de paiement. Après, pour atteindre le niveau d'agrément bancaire, entre 25 et 40 millions d'euros. Et puis après, pour une banque de plein exercice, il faut multiplier ça par 10 pour avoir un marché qui tienne à peu près la route. Voilà. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, normalement, on a Hichem Metatla qui est avec nous. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole pour se présenter rapidement. Il y a un problème de son. Non, pas encore. Vas-y, tu peux y aller. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Super, nickel. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité pour les questions-réponses. J'ai bien suivi la table ronde sur YouTube, c'était hyper intéressant tout ce qui a été dit. Je pense que je rejoins à peu près 80% de ce qui a été dit et puis j'ai quelques petites nuances que peut-être j'apporterai. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Hicham Metatla. Je suis le fondateur de Mizen. Avant de créer Mizen, j'ai eu un parcours en banque, plutôt en banque privée en Suisse, plutôt sur des métiers d'analyse de risque. Et puis, à l'aube de mes 30 ans, j'ai découvert que le riba était omniprésent et du coup, j'ai essayé un changement de carrière. Malheureusement, j'étais un peu trop senior pour pouvoir être employable dans d'autres secteurs d'activité. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt entrepris. Mais en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas du tout un choix. C'était plutôt une obligation. Parce que j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Et puis, il fallait bien que je trouve une nouvelle activité. Donc, finalement, je me suis lancé. Ce que j'avais fait à l'époque, je pense comme beaucoup, peut-être de mes qui se déclarent pas forcément faire de la finance islamique, c'est que j'ai choisi de faire du financement participatif. J'avais une plateforme d'equity crowdfunding ici en Suisse, une des premières plateformes. Grosso modo, on aidait des entrepreneurs, des startups à lever des fonds auprès d'investisseurs. Et pour moi, c'était une manière en fait de faire un petit peu de la finance islamique sans faire de la finance islamique. La plateforme a trouvé un succès mitigé, mais ce qui a été intéressant, c'est que à 30 ans, je vous poserez la question, beaucoup de mes amis en tout cas se posaient la question à 30 ans, c'est est-ce que je crée une startup ou est-ce que je fais un MBA?
finalement, cette startup, ça a été un MBA en entrepreneurship et ça m'a appris énormément de choses. Chemin faisant, je me suis retrouvé à faire du consulting en innovation pour des multinationales, toujours sur l'arc lémanique entre Genève et Lausanne, travailler pour des très grosses boîtes, des leaders mondiaux. Et puis du coup, à l'aube de mes 40 ans, j'étais plutôt en recherche de sens. J'en avais assez de passer beaucoup de temps à travailler pour le projet des autres, même si c'était une situation qui était hyper confortable. Et du coup, j'avais toujours en lame de fond le rêve de créer une banque islamique en Europe, chose à laquelle je me sentais pas prêt quand j'y pensais à mes tout débuts en 2012, parce que c'est extrêmement réglementaire, ça demande extrêmement, beaucoup de capitaux. Et puis surtout, je me sentais pas du tout capable à l'époque. Étant donné que j'ai toujours évolué dans des écosystèmes, disons, entrepreneuriaux et tech, j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé au niveau de Revolut, N26 et toutes les néobanques qui ont émergé un petit peu partout en Europe. J'ai trouvé la formule super intéressante parce que pour moi, c'était un petit peu l'alternative la plus islamique à laquelle je pouvais adhérer en tant que client. Et puis finalement, un beau jour, juste après mes 40 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un Revolut islamique? Et c'est ce qui a lancé un petit peu Mizen. Aujourd'hui, on est super content parce qu'on a commercialisé depuis très peu, depuis 3 semaines. L'accueil du public et de la communauté est juste incroyable. Donc, on s'attendait pas du tout à ce qu'on est en train de vivre. On avait beaucoup d'hypothèses pendant qu'on était en R&D. Justement, c'est toujours ce focus. Est-ce que on offre quelque chose, mais est-ce que la demande est vraiment là? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose juste parce que nous, on en a besoin? Et puis finalement, il s'avère que non. Super. Alors, la valeur ajoutée des établissements de paiement, c'est que par design, les établissements de paiement, ils sont presque Sharia compliant. Il y a toujours des subtilités, mais en fait, ils sont presque Sharia compliant. Qu'est-ce que les établissements de paiement changent par rapport à un établissement de crédit? Donc, votre banque classique que vous avez au coin de la rue. C'est que l'établissement de paiement, il n'a pas le droit de toucher à votre argent pour soit l'investir sur les marchés financiers, chose que font volontiers les établissements de crédit, ou l'utiliser pour de la création monétaire. Donc, si on résume et si on vulgarise, pour prêter de l'argent à d'autres clients. Étant donné qu'on ne vit pas du tout dans un contexte islamique, ce prêt d'argent se fait forcément à intérêt. Et l'activité d'investissement pose aussi certains soucis parce que, d'une part, vous ne savez pas dans quoi cet argent est investi. Ça peut très bien être des actions dans l'industrie porcine ou dans l'alcool, l'armement, etc. Et puis surtout, ce qui nous dérange, nous aussi, par rapport à ça, c'est que finalement, vous n'en avez jamais les retours parce que si bénéfice il y a, c'est l'établissement de crédit qui garde ça. Donc les établissements, en fait, finalement, c'est un outil qui est super intéressant pour pouvoir déjà répondre à ces deux problématiques que beaucoup de membres de la communauté ignorent. Et puis surtout pour mettre un premier pas sur ce secteur très réglementé qu'est le secteur financier, et pour pouvoir à terme arriver justement à une vraie banque islamique. Du coup, Hicham, on est désolé, le temps nous manque, on aurait aimé vous écouter encore plus, mais on a pas mal de questions à répondre. Une autre question qui pourrait éventuellement toucher Amine, Anouar et Kader, on nous demande s'il existe un organisme qui régule vos établissements et comment s'assurer qu'un acteur est rigoureusement conforme à l'éthique musulmane en général. Nos établissements, moi je vais parler pour moi, moi j'ai 4 boîtes, 2 sont régulés. J'ai une banque d'affaires dans laquelle je suis fraîchement actionnaire, régulée par la CPR évidemment, et une agence de notation d'Afrique régulée par l'AMF de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième question, on la prendra après. Hassan, tu es régulé? Comme tu fais du démarchage, il faut bien que tu répondes. Oui. Oui, je suis régulé. Donc vous pouvez souscrire. Non.
plus sérieusement, en fait, nous, on travaille avec des établissements installés en France. Donc, automatiquement, c'est des grandes banques, des grands établissements que vous connaissez, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont régulés par les régulateurs lambda, comme n'importe quel établissement ou n'importe quelle société d'assurance. Après, en ce qui concerne la deuxième question, qui concerne la conformité éthique, quand vous proposez des produits conformes à l'éthique musulmane, vous êtes obligé d'avoir, en tout cas, normalement, vous êtes censé avoir un comité indépendant qui vient contrôler effectivement les contrats quand vous les mettez en place et après qui va tous les ans venir contrôler, donc comme un cabinet d'audit en fait, et émettre un avis qui vous dit ok, c'est toujours conforme. Donc ça, nous on l'a au niveau de Pérennis, donc il y a un contrôle annuel qui est fait vers le mois de janvier. Donc là, on va y avoir droit là dans pas longtemps. Et puis, comme on travaille avec des fonds, notamment des fonds de BNP Najma ou de HSBC, des fonds islamiques en fait, chaque fonds lui-même a aussi son comité de conformité qui va l'auditer, qui va regarder comment est-ce que les actions, comment les soukouk, comment tout ce qui est dedans en fait est sélectionné, et donc il y a une purification. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez les cours pour ceux qui sont inscrits. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous inscrire aussi. Donc il faut souscrire et s'inscrire. Et donc on est régulé. Et toi, alors Kader, t'es régulé ou pas? Bien sûr, je suis régulé. Absolument, je suis régulé par mes étudiants. C'est eux qui me régulent chaque année, donc je ne peux pas copier-coller ce que je fais chaque année. Je ne peux pas les arnaquer parce qu'ils sont là. Vous avez vu tout à l'heure, c'est eux qu'on parle à ma place. Donc voilà, c'est eux qui me régulent. Et autre chose aussi. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire un mot là-dessus? Pas de souci. Ok. Le fait, en fait, la réglementation, il y a un côté réglementation bancaire, assurantielle, etc. Et puis, ou de l'intermédiation. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement, on a parlé de la conformité à l'éthique musulmane. Alors, si on se place d'un point de vue du consommateur, de deux choses l'une. Côté conformité réglementaire, donc là, il faut faire attention, parce qu'il y a une responsabilité du côté du consommateur, et donc il faut être conscient de ça, il faut être conscient. Donc, quand vous avez affaire à une société qui vous propose des produits, vous avez le droit, et même, je vous conseille fortement, d'aller vérifier que cette entité-là, elle est régulée. Et pour ça, en général, vous avez affaire à des intermédiaires. Donc, intermédiaires, soit qui font ce qu'on appelle de conseils en investissement financier, ou intermédiaires en opération de banque, ou intermédiaires en opération d'assurance. En assurance. Vous allez voir sur le site de l'ORIA, si vous tapez leur nom, et vous voyez quels agréments ils ont, et s'ils sont donc habilités en fait, à vous délivrer du conseil ou à vous proposer ce genre de solution. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Deuxième élément et après, quand vous avez donc, vous venez chez 576i, ou vous souscrivez, chez Pérennis, vous allez avoir la personne qui est devant vous, le conseiller, et puis après, derrière, il y a le producteur. Il y a la compagnie d'assurance, ou la société de gestion d'épargne, ou la banque. Et là, en l'occurrence, ces sociétés-là sont de facto, elles sont réglementées. Les banques, c'est la CPR. Les sociétés de gestion, ça va être l'autorité des marchés financiers. Et puis, pour les compagnies d'assurance, ça va être la CPR également. Ça, c'est pour la conformité réglementaire. Après, sur la partie conformité à l'éthique musulmane, là, il n'y a pas de réglementation au niveau étatique. Il n'y a pas de réglementation pour ça. Donc là, c'est vraiment, vraiment du côté du consommateur. C'est au consommateur de demander à la personne qui lui propose un produit de présenter un certificat de conformité en bonne et due forme et d'aller regarder en fait aussi qui sont les personnes qui délivrent ce certificat et de voir si c'est OK et que pour vous, ça coche les cases et que vous êtes apaisé avec ça. Parce que le régulateur ne le fait pas. Donc au final, ça veut dire que c'est à vous de le faire. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Amine. Le public aimerait en savoir un peu plus sur la notion de Sharia Board en général, ce qu'elle représente et l'impact qu'elle a dans la différente, dans la distribution de vos produits en général, notamment et dans la conformité, tout ce qui est étude de conformité en général. Comment on pourrait... J'essaye rapidement. Alors, le Sharia Board ou comité de conformité éthique, composé de savants spécialistes du droit musulman et qui connaissent également la finance, l'économie, droit bancaire et financier ou autres, donc qui ont cette double compétence. Ça, c'est pour la composition des Sharia Board. Ensuite, le Sharia Board, il va intervenir pour certifier des produits, et donc, des produits. Et donc, en fait, la certification se fait à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est au niveau de la conception du produit, d'accord ? Donc, dans sa genèse, pour arriver ensuite à un produit. Donc, toute la partie ingénierie, vérifier les contrats, vérifier les flux, etc., ça se fait en amont. Quand le produit est prêt et qu'il est commercialisé,
Après, il y a des audits, donc pour s'assurer, pour contrôler la conformité en fait dans le long de la vie du produit. D'accord ? Et là, c'est effectivement des audits qui sont faits régulièrement. Alors la fréquence, ça dépend de la nature du produit, et ils sont faits régulièrement pour renouveler en fait le certificat de conformité éthique qui a été émis initialement. Voilà. Ça, je donne la réponse pour la France, hein, parce que sinon après il y a d'autres modèles. Une question qui nous a été posée que je vais lire parce qu'elle est assez complète. Il existe beaucoup de secteurs où des ruptures ont permis de changer complètement d'approche. Airbnb, plus gros hébergeur au monde sans avoir un seul logement en propre, Uber, avec le fait qu'ils n'ont pas de véhicule. Donc la finance islamique peut-elle profiter d'une rupture à l'œuvre ? Le secteur bancaire ne devrait normalement pas échapper aux ruptures dans le domaine bancaire, permettant de contourner le sujet des énormes fonds propres nécessaires pour créer la manufacture à produire décrite par un noir. Le problème, l'intuition est excellente, mais l'ubérisation de la finance, ce n'est pas possible. L'ubérisation ne peut se faire qu'à partir du moment où on a un marché non régulé. L'ubérisation suppose que quelqu'un délivre le produit d'un autre. Or là, c'est de la distribution. On ne parle que de distribution. Alors que le sujet qui nous occupe depuis un moment, c'est la manufacture. Ça ne marche pas bien. C'est la manufacture, c'est la production. Et la manufacture, malheureusement, elle est tributaire du régulateur. Hein, l'industrie financière, qu'on le veuille ou non, les sociétés de gestion, les distributeurs de produits financiers, les banques et les compagnies d'assurance sont régulés. Qu'est-ce qui est régulé ? Ce n'est pas tellement leur activité, ou pas uniquement leur activité, c'est leur bilan. Et donc, en stock, quand vous produisez, en face, vous devez avoir un minimum de fonds propres, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie, ce qui n'est pas le cas dans les services. La réglementation vous impose des fonds propres. Et donc, malheureusement, à cette question, on ne peut répondre que nous sommes tributaires des fonds propres. À un moment ou à un autre, il faudra des fonds propres. Je ne dis pas demain, hein, mais bientôt. Alors, l'ubérisation, c'est une chose. Le fait qu'il y ait des technologies disruptives qui puissent aider à créer de nouveaux services, à innover, c'est quelque chose aussi qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup de pays musulmans. Alors, je vous donne un exemple très simple, très concret. Hein. Vous avez la notion de paiement de la zakat dans certains pays musulmans où il y a eu beaucoup de scandales où, on va dire, l'argent qui était donné par les payeurs n'était pas utilisé à bon escient ou était détourné. Donc ça, c'est quelque chose qui a été remonté. Aujourd'hui, en Malaisie, ils expérimentent l'utilisation de la blockchain pour pouvoir avoir une transparence dans l'utilisation des fonds de la zakat entre les payeurs, donc ceux qui donnent une partie de leur aumône pour justement s'acquitter de ce devoir-là, et les personnes qui le reçoivent. Et tout ça, c'est tracé à travers un système de plateforme de blockchain. Il y a une transparence, une confiance qui s'installe. Et donc, ce type d'infrastructure-là, il peut aider à créer de nouveaux services. Donc, c'était juste pour répondre à la question que, oui, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut également, justement, des entrepreneurs, des gens qui sont là et qui sont en veille technologique pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, on nous demande les crypto-monnaies qui sont implantées dans les paysages économiques et financiers sont-elles Sharia compliant ? Question très large. La réponse est non. C'est pas compliqué. On a reçu les fatwas déjà. Alors, il y a quelques jurisconsultes qui disent que c'est OK, mais grosso modo, la logique, c'est quoi ? Je ne vais pas faire de cours. Hein. Il y a deux principes à l'aune desquels un produit de financement ou d'investissement sont Sharia compliant. Le premier, c'est qu'il faut que les contrats soient en conformité avec l'esprit et la lettre de l'islam. Voilà, les contrats. Et on a une dizaine de contrats qui sont utilisés. Est-ce que les crypto-monnaies aujourd'hui utilisent des contrats de finance islamique ? Non. Bon, bah, ça évacue le problème. La deuxième chose, c'est principe numéro 4 de la finance islamique, il faut que toute transaction financière soit adossée à un actif tangible. Est-ce que les cryptos sont adossés à des actifs tangibles ? On ne sait pas où va votre argent quand vous souscrivez à un token ou à une crypto. Donc si on ne sait pas, on part du principe que c'est non. Donc c'est non. Est-ce qu'il existe des cryptos actifs qui peuvent devenir des crypto-monnaies Sharia compliant ? Pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, d'autres ont une meilleure culture générale que moi, mais moi j'en ai vu 4 qui obéissent à ces deux principes, à savoir 1, les contrats sont en conformité avec l'esprit et la lettre, et 2, il y a des actifs sous-jacents qui sont eux-mêmes Sharia compliant. Voilà, c'est très simple. Et d'une manière générale, si vous doutez de la qualité conforme ou pas d'un produit, demandez la fatwa. Demandez la fatwa à Bitcoin. Si vous ne l'avez pas, n'y allez pas. C'est tout.
La fatwa, elle avait été donnée au mois de février, lorsque les étudiants avaient organisé le MBA avaient organisé une conférence. Les cryptos sont-elles licites ou pas? Donc la conférence est en ligne, vous pouvez toujours la voir. Et il y a deux Ulama qui s'étaient positionnés sur le sujet en direct. Voilà. Donc Alors, là, ça sera gratuit, la fatwa. Et la grande ça majorité coûtera quelques minutes. la grande majorité disent que non. Certains disent qu'ils sont encore un peu dubitatifs, mais en l'occurrence, pas d'actifs sous-jacents, pas de contrat. C'est difficile de dire que c'est OK. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est pas non pour non. C'est-à-dire que lorsque ces fatwas sont émis, c'est parce qu'il y a un risque sociétal. Et l'actualité nous le montre. Aujourd'hui, vous avez l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto qui a déposé son bilan avec une dette de plus de 8 milliards à 1 million de personnes. Et tout ça en l'espace de 3 jours. Donc, lorsque les ulama disent, où il y a une fatwa qui dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas parce que c'est non pour non, c'est parce qu'il y a un risque très, très, très grave sur, justement, la société. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que je peux dire un truc là-dessus ou... Je t'en prie. Comme je viens pas souvent, comme ça, quand je viens, c'est... En fait, nous, sur le terrain, en fait, ce qu'on a beaucoup vu par rapport à cette question des cryptos, moi, j'ai arrêté de donner des fatwas, donc je suis déjà à la retraite là-dessus, donc il n'y aura pas de fatwa. Mais par contre, non, c'est pas une blague. Enfin, pardon, c'est une blague. Hein. Je suis pas savant, je suis pas qualifié pour faire ça. En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette recherche, en fait, d'un gain rapide. Parce que nous, quand on parle à nos clients, on fait du conseil. Donc, on doit savoir, en fait, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, etc. Et au final, quand je décrypte un peu, sans mauvais jeu de mots, la recherche, l'attente, le besoin en face de moi, souvent, ce qu'on voit, c'est quoi? Je veux gagner de l'argent vite, facilement. De manière très rapide, facilement et beaucoup. D'accord? Et quand on met ces trois critères bout à bout, ça ressemble beaucoup à des choses qu'on n'aime pas trop, quoi. Et voilà. Et donc en fait, je suis pas en train de dire attention, je dis qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Au tout début des cryptos, beaucoup qui m'ont appelé, c'est les mêmes personnes qui m'avaient appelé à l'époque d'ACN et compagnie pour me demander est-ce que c'est halal ou pas halal, etc. À chaque fois avec ce truc de gagner vite, beaucoup, très rapidement. J'ai dit ça vite, beaucoup et facilement. D'accord? Donc, bon, souvent quand on a ces trois trucs-là ensemble, c'est un peu des jeux à somme nulle. Ce que je vais gagner, c'est un autre qui l'a perdu, en fait. Donc, où est la création de richesse là-dedans? Est-ce qu'il y a un cycle économique derrière qui a permis cette production de richesse et qui fait qu'après on se la partage? Enfin, voilà, c'est plus de l'ordre, je dirais, de comment est-ce qu'on... Il y a finance et il y a économie, quoi. La finance déconnectée de l'économie, à un moment donné, il faut se poser des questions. Sans donner de fatwa, encore une fois. Merci beaucoup. On a une question qui est destinée particulièrement à Hassan. On nous demande quel lien les structures de type financier islamique, type Pérénis, ont-elles avec les banques dites classiques, puisque, entre parenthèses, les banques spécialisées finance islamique n'existent pas en France, ou du moins très peu, comme souligné justement par Anouar. Et en quoi ce lien, il n'invalide pas le caractère islamique de ces structures? Non, puisqu'en fait, ce qu'il faut, je vais prendre un exemple très simple que tout le monde pourra comprendre. Quand vous rentrez chez Carrefour et que vous allez dans un rayon halal et que vous achetez du jambon de dinde AVS, bah c'est certifié, c'est estampillé. Vous savez qu'il y a un parcours, tout un circuit de fabrication qui fait que quand vous allez prendre ce produit-là, bah, il est conforme. Et si c'est pour schématiser, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on travaille avec des banques ou des assureurs, puisqu'on travaille aussi avec des assureurs sur la partie épargne, notamment pour le périn et l'assurance vie, puisque c'est des produits assurantiels, en réalité, on va leur soumettre un cahier des charges. On va leur dire, voilà exactement ce qu'il nous faut pour avoir un produit conforme. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, comme l'a dit Amine tout à l'heure, le potentiel de clients qu'on peut avoir, voilà notre business plan, voilà ce qu'on vous promet en face. Et donc, quand ils acceptent de travailler avec nous, ils acceptent en fait de se soumettre plutôt à ce cahier des charges. Notamment travailler avec le comité de savants, parce qu'il n'y a aucun produit qui met sur le marché sans une validation. Donc il y a un travail qui est fait, on revoit les clauses, bon, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, au final, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a pas mal de produits. Quand on travaille de l'autre côté, on ne fait pas un produit en claquant des doigts. Ça demande énormément de temps, et donc le temps, c'est beaucoup d'argent aussi.
à mettre en place des produits sur le marché. Mais en fait, il y a effectivement une production qui est faite avec un cahier des charges. Et puis, il y a un contrôle qui est continu, comme on l'a dit tout à l'heure, par un comité qui est là, qui va contrôler d'où vient l'argent, comment l'argent est utilisé, comment il est investi. Et donc là, puisque la plupart sur les produits de Pérennis, on va investir sur les marchés, de l'autre côté, il y a encore un contrôle continu, même une fois que l'argent n'est plus chez l'assureur, parce qu'il ne passe même pas chez lui en fait en réalité, puisqu'il n'y a pas plein de règles qu'on leur a imposées, notamment le fait de ne pas garder l'argent et il est tout de suite investi. Donc voilà, il y a un circuit en fait fermé où on va avoir en silo, on va avoir un produit conforme comme pour le produit que j'ai dit au départ chez Carrefour ou Leclerc ou autre. Merci beaucoup Hassan. Une autre question, on nous demande si il existe des financements islamiques à destination des entreprises et sinon pourquoi. On nous dit que beaucoup d'entreprises innovantes, voire avec beaucoup d'avenir, ne se scalent pas à cause du financement. Est-ce qu'on doit faire plus de lobbying auprès des législateurs ou pas? Pourquoi il n'y a pas de financement pour les entreprises? Est-ce qu'il faut faire du lobbying pour scaler? Il y a beaucoup d'entreprises avec... Je n'étais pas attentif, j'étais sur mon portable. Pourquoi il n'y a pas de financement pour les entreprises, c'est ça? Je pense qu'on y arrive. On est en train de développer les solutions pour. Il y avait un enjeu qui était primordial dès le départ, qui était celui de l'immobilier, qui a été travaillé par 570 Easy, qui a fait un gros travail. Maintenant, je pense que ça y est, la solution elle est existante et c'est à vous de jouer, de vous en saisir. Et ils sont en train de développer plein de solutions. Et la prochaine étape, c'est celle-ci justement. Après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est aussi l'investissement au sein des entreprises. Alors, si je parle de mon cas en start-up, c'est quand même un investissement relativement risqué à prendre très au sérieux, avec beaucoup d'études, beaucoup d'analyses. Et en termes d'analyse de risque, c'est une part plutôt minime de votre capital qu'on doit investir au sein des startups. Donc, il y a aussi, c'est un terrain plutôt sensible, celui des entreprises et des startups, où là, je parle vraiment des petites entreprises, c'est un terrain plutôt sensible où on y va doucement. Après, pour les plus grandes entreprises, ça, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est justement l'étape d'après qu'on y arrive petit à petit et qu'on va avoir besoin d'acteurs qui se saisissent du sujet, de chouilleurs qui vont réfléchir aussi là-dessus. Mais je pense qu'on est sur un volet de démocratisation. Donc moi, j'essaye de le faire. Pour ceux qui veulent participer à la réflexion de ce sujet-là, vous êtes le bienvenu. On peut en discuter ensemble. On est en train de structurer les véhicules financiers pour y parvenir. Moi, je me suis installé sur Paris depuis peu et franchement, c'est un autre univers. Même si j'étais à Lyon, qui était une ville très dynamique, mais là, c'est des challenges beaucoup plus élevés où on doit se challenger nous-mêmes. Et du coup, voilà, on se structure petit à petit, mais je pense que c'est la suite. Merci beaucoup. Je suis désolé, donc moi je vais juste devoir vous quitter. J'ai une autre intervention juste après, donc je dois partir. Merci encore pour votre présence, pour votre accueil. J'espère que les réponses et les éléments que j'ai donnés ont pu vous donner une meilleure vision du marché actuel. Et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on continue dans les questions. On arrive à la fin. Oui. Donc, alors, une question qui peut paraître simple, mais que beaucoup se posent et qui est revenue plusieurs fois. Comment se financer en tant que musulman, que ce soit pour l'achat d'un bien ou en tant qu'entrepreneur souhaitant se développer? Donc, il y a une partie de la réponse qui a été donnée précédemment, mais du coup, là, on peut-être se concentrer un peu plus sur l'achat du bien et pour les particuliers. Je sais large. pas. Oui, mais comment se financer? Faut souscrire. Il faut que je donne le site internet. Je sais pas. Non, je crois que la question sous-jacente, c'est d'écrire en quelques mots l'offre de Easy 570, c'est-à-dire vous recevez quel type de clientèle, pour quel volume, et vous travaillez avec des banques, j'imagine. Si oui, nous donner quelques indications de ça. Voilà. Alors, bon, en fait, sur le financement immobilier, aujourd'hui, les conditions sont assez classiques.
D'accord? Donc, durée maximum de 25 ans, apport minimum de 7% du prix du bien tel qu'il est affiché, ouais, hors frais de notaire. Ensuite, il faut que le bien soit dans l'ancien, donc minimum 5 ans. Donc on ne finance pas de construction, pas de terrain à bâtir, pas de vente en état futur d'achèvement, pas de bien neuf. Je crois que c'est à peu près ça. Et puis, oui, non, c'est tout. Après, il y a les règles classiques en fait, qui ne sont pas propres à l'offre, on va dire, du financement Murabaha en France, qui sont propres à toutes les formes de financement immobilier en France, donc le crédit conventionnel aussi. L'endettement, le taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 33 depuis peu, 35%. Donc la mensualité ne doit pas dépasser 33-35% de vos revenus. Voilà, c'est les conditions assez standards aujourd'hui. Pour la deuxième question sur les entrepreneurs, pour l'instant, l'offre n'est pas existante. Qu'est-ce qui pourrait la faire exister? Une banque. Ou 570 Easy qui se dit, tiens, au-delà de l'immobilier, nous aimerions pouvoir proposer des solutions à des entrepreneurs ou à des entreprises, auquel cas il faut convaincre les banques sous-jacentes de proposer leur bilan pour ce faire. Mais je ne vais pas répondre pour lui puisqu'il est là. Souvent, lorsqu'on parle de financement immobilier, on pense uniquement au financement via les banques, mais il y a également d'autres produits qui ne sont pas très connus, mais qui restent dans l'éthique, notamment tout ce qui est le viager à terme. Donc, c'est-à-dire que, alors j'en parle parce que très peu de gens le connaissent, mais c'est des solutions qui sont possibles. La vente à viager, elle existe depuis plusieurs années en France, sauf que pour qu'elle soit en phase avec l'éthique musulmane, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées. Et ça, on peut se faire accompagner pour pouvoir acquérir un bien dans un mode relativement différent de financement via une banque. Pour le financement des professionnels, en fait, il faut distinguer la partie financement d'actifs, genre financer une flotte de véhicules, des machines, etc. Où là, ça se prête plus effectivement à du financement bancaire. Et là, on va parler de problématiques de bilan. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Mais comme l'a dit Hassan tout à l'heure, on peut travailler parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans sans que ça se voit. Donc voilà. Là, on espère des expérimentations sous peu sur le volet flotte de véhicules. Et voilà. Sinon, pour le reste, après, c'est ce que disait Stuart juste avant. Donc financer des startups à différents stades de leur développement. Là, on va plus être sur on n'est pas forcément chez les banques, mais plus soit via des fonds d'investissement, des business angels, des VC, etc. Et ça, c'est pas forcément un sujet sur lequel nous, on est trop porté. Pas parce qu'on n'y croit pas, mais à un moment donné, il faut se concentrer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la dernière question et qui va clôturer cette partie Q&A, qui est un peu plus académique. Quel apport une personne voulant travailler dans le domaine du droit, notamment en tant qu'avocat, peut-elle concrètement transmettre dans le monde de la finance islamique? Conjointement, un juriste peut apporter beaucoup sur le sujet de la finance islamique. Tous ces projets méritent d'être accompagnés, d'être structurés. Allô? Ouais. Je disais, l'apport d'un juriste sur l'industrie de la finance islamique peut énormément apporter. Aujourd'hui, il existe beaucoup de juristes qui accompagnent tous ces projets dont on parle, que ce soit Suat tout à l'heure qui faisait référence à la structuration de ces contrats financiers. Donc là, il y aura besoin d'un juriste. Les activités de 570 comme de Pérennis ont toujours besoin de conseillers juridiques pour monter sa start-up ou pour renforcer son activité avec des nouveaux produits. Forcément, il y aura besoin de juristes. Nous-mêmes, on a des juristes dans le cadre du MBA. Même un séminaire dans le cadre du certificat, on est en train de réfléchir à l'intégrer pour la partie droit français, pour faire aussi comprendre aussi que le droit français est complètement compatible avec certaines opérations de finance islamique, aussi pour lutter aussi contre la notion de droit public de laïcité qui est complètement mal compris en France. Là aussi, il y a un séminaire pour éclairer un petit peu l'ignorance et l'incompréhension sur certains concepts juridiques. Donc oui, les juristes ont beaucoup d'apports sur le sujet de la finance islamique en France. Et d'ailleurs, à l'époque de la Commission Européenne, c'est naturellement eux qui avaient énormément contribué à mettre en place les amendements du droit fiscal. Oui, grosso modo, il n'y a pas de finance sans droit et il n'y a pas de finance sans conformité.
le droit au niveau des produits et des contrats, la conformité de manière ex ante et ex post. Donc tous les métiers de la réglementation, de la régulation et du droit sont évidemment les bienvenus en finance parce que c'est le langage de l'industrie financière. Merci à tous. Alors, le temps nous manque un petit peu. On aurait aimé parler encore des heures, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir parler plus. On tient à vous remercier tous invités que vous avez pu être et qui avez contribué vraiment à échanger avec nous. Ça a été un plaisir. On remercie tous les gens qui sont venus sur place et qui ont pu assister à cette conférence avec beaucoup de concentration et d'écoute. On remercie Financia Business School et tous les membres de l'ADEME en général pour leur travail fourni. Et en tout cas, on espère vous revoir pour d'autres conférences sur le sujet de la finance islamique en général, et même sur des éventuelles conférences sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qui peut toucher aux affaires en général. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter en tant qu'intervenant, mais en tout cas c'est un plaisir. Merci à tous.